Donc, Oui, bonsoir à tous, Brice Lemaire. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous tous ce soir. Jérémy m'a proposé de m'inviter que je vous parle d'hypnose hellmanienne. Donc, c'est avec un grand plaisir que… Ah, il y en a un que je connais qui rentre, que je vais me plier à l'exercice de style. Et l'hypnose, bah, c'est une discipline un peu comme vous tous, hein, qui nous passionne et qui nous anime. C'est pour ça que on est tous là ce soir pour pouvoir échanger, partager. Et je trouve que c'est tous ces groupes comme ça qui se sont montés d'hypnose, c'est à la fois très intéressant parce que ça va permettre bah, à des passionnés d'hypnose de pouvoir partager leur expérience, mais surtout au-delà de ça, c'est vrai que quand on pratique le métier d'hypnothérapeute, qui est un métier qui est un métier difficile parce qu'on est dans l'accompagnement, donc toute la journée, il faut apprendre à accompagner les patients. C'est bien aussi de pouvoir se ressourcer, de pouvoir recharger les dynamos, de pouvoir échanger et surtout de pouvoir confronter nos diverses approches. Donc, je vais vous parler directement de ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer un petit PowerPoint de, on va dire 1 heure, rapide. Je ne vais pas rentrer dans le dur, comme j'expliquais à Jérémy, c'est-à-dire on va d'abord approcher de ça de façon assez rapide. Et puis après, si vous avez des questions, on va vraiment prendre une bonne demi-heure, voire plus, pour parler d'hypnose hellmanienne, et voire plus que de l'hypnose hellmanienne, hein. Donc, je lance le PowerPoint. Donc, je vais vous parler ce soir de l'hypnose de Develman. Je vais vous montrer tout d'abord une petite vidéo, en fait, pour voir on peut l'utiliser, par exemple, au cabinet. Alors, quand je montre des vidéos, je vais vous montrer que des extraits. Vous pouvez ensuite aller les voir sur la chaîne YouTube. Je les ai pris de la chaîne YouTube, comme ça, vous allez pouvoir les voir de façon intégrale. Donc là, c'est un patient qui vient pour une extraction de dents de sagesse. Donc là, c'est de l'hypnose opératoire, d'abord. Donc, induction rapide. Donc, fixation de la main, rapprochement de la main, etc. Et ensuite, transfert de sensation. Voilà. Donc, la transe profonde et les phénomènes, notamment d'hypnoanesthésie, peuvent être des phénomènes qui peuvent être très longs à obtenir chez certains patients, mais qui peuvent être très rapides. Là, c'était par exemple une dent de sagesse. Donc là, il n'y a pas d'anesthésie chimique, hein. Et là, on voit en fait l'état du patient qui a de suite atteint un état, on va dire, profond euh, au niveau de sa transe. On pourra aussi parler de profondeur de transe parce que c'est une notion qui revêt différentes notions selon qu'on parle de transe, on va dire, stuporeuse ou plutôt somnambulique. Donc, que sait-on en France de l'hypnose d'Evelman? Alors, en France, moi, quand je parle avec les copains néo-exéniens, ils connaissent juste l'induction d'Hellman. Et souvent, le problème, c'est une induction qui a été très mal comprise, souvent qui est mal faite techniquement. Et pourtant, Dave Hellman n'a jamais évoqué une induction dans tous ses ouvrages, dans tout ce qu'il a publié, dans tous ses cours en hypnose médicale. Il n'a jamais parlé d'une induction pour la simple et bonne raison qu'il appelait ça le 3 minutes routine, puis 1 minute routine. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est un processus qui n'a rien à voir avec une induction. Donc, ça ne provoque pas de la transe, de relaxation. Et il y a une ambiguïté aussi au niveau de la sémantique hellmanienne qu'il va falloir ensuite lever. Mais on vise vraiment une transe d'activation, une transe somnambulique. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la catégorie des inductions. La catégorie des inductions, vous l'avez chez Charles Tebetz, par exemple, donc, que sait-on en France de Develma? Donc, souvent, il y a une induction qui est mal comprise, mal réalisée techniquement. Ensuite, des fois, on entend parler de faire comme si. Souvent, on dit oui, dans l'induction de Develman, tu dis tu fais comme si, etc. Alors, ça, c'est vraiment un contresens total. Dans la sémantique hellmanienne, Hellman insiste bien sur le fait que si on veut franchir le facteur critique chez l'adulte, on n'emploie jamais la terminologie faire comme si. Et enfin, ceux qui ont une connaissance un peu plus poussée d'Hellman ont au moins lu, ceux qui lisent d'anglais, Hypnothérapie. Et Hypnothérapie, c'est un bouquin un peu particulier parce qu'en fait, il est réédité par Gilboyne en 84, mais à la base, c'est un ouvrage d'Hellman qui n'a pas été rédigé et arrangé par Dave Hellman. C'est son fils Robert Hellman qui a réarrangé cela à partir d'un livre qu'il avait publié en 64, Finding in Hypnosis. Et c'est pour ça que c'est un ouvrage qui est un peu fouillis. Et même quand on connaît bien toute la subtilité de l'hypnose hellmanienne, il y a des chapitres qui sont quand même mal organisés.
Alors, l'intérêt de ce livre aussi, c'est que ça permet d'avoir quelque chose de vivant. C'est pas un livre qu'on lit comme un bouquin théorique, mais il y a il a essayé d'insérer des cours, des audios de masterclass, et finalement, certains tombent à des moments où on décrit des techniques qui n'ont rien à voir avec ce qui est expliqué. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe à suivre. Il faut ajouter à ça que les Français sont relativement peu portés sur l'anglais. Moi, le nombre de copains qui lisent de l'anglais, qui comprennent l'anglais, etc., j'en connais pas. On ne demande pas d'être bilingue, mais donc du coup, ils se privent en fait de toute l'hypnose contemporaine, en fait, qui est l'hypnose anglo-saxonne. Il ne faut pas se cacher quand même que l'hypnose, elle se fait aux États-Unis et en Angleterre depuis les années 50. Il y a aussi une confidentialité de l'hypnose hellmanienne par rapport à l'hypnose néo-ericksonienne qui s'est beaucoup développée en France sous l'influence de Arrows et Godin à partir de 80, alors que finalement, cette hypnose anglo-saxonne, elle est restée très confidentielle en France. Et puis, je pense qu'aussi, c'est surtout une hypnose de franc-tireur, c'est-à-dire il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'esprit de chapelle, il n'y a pas d'école. Et moi, personnellement, je me sens absolument pas ce qu'on appelle hellmanien, c'est-à-dire encore moins aujourd'hui parce que vu que j'ai une bonne connaissance d'Hellman et de la pratique hellmanienne, tout ce que j'ai intégré par rapport à la connaissance hellmanienne originelle fait partie justement de ce qu'on appelle maintenant l'hypnose moderne. Donc, personnellement, je ne me sens pas plus hellmanien, je fais de l'hypnose moderne. Voilà. Comment j'en suis venu à... Pourquoi Develman? Comment j'en suis venu à Develman? Moi, je commençais l'hypnose en début 2000, fin 90. Je commençais mon exercice professionnel en 97. Et j'ai été confronté à des patients donc phobiques. Et à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est de l'hypnose ericksonienne. On va dire, moi, je l'appelle néo-ericksonienne, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que faisait Erickson. Mais le principe, c'était finalement d'avoir des outils qui étaient davantage psychothérapeutiques que des outils de la transe. Et ça, on va voir que dans l'évolution de l'hypnose, aussi même en France, il y a eu vraiment on va dire un split au début du XXe siècle, avec l'école de Janet, qui était vraiment l'école du somnambulisme, de la transe, et puis l'école, on va dire, davantage de Nancy, de Bernheim, qui a donné naissance davantage à une orientation psychothérapeutique, où finalement le plus important est la suggestion, mais pas la transe associée. Et puis, bon, j'en suis ressorti de cet apprentissage ericksonien avec des outils, mais qui n'étaient pas modélisables dans ma pratique, parce que c'était trop long. Et puis, je n'avais pas envie de faire de l'hypnose comme ça. Et j'ai eu la chance de faire le séminaire de formation avec Hormone McGill. Hormone McGill, pour ceux qui le connaissent, ça a été un grand hypnotiseur d'abord de scène aux États-Unis des années 1900. Enfin, il a eu la chance, en fait, il est né en 1910. Donc, il a traversé tout le siècle, en fait, des États-Unis, tout le siècle, toute la connaissance anglo-saxonne de l'hypnose américaine. Il a été contemporain d'Erickson, d'Hellman, et puis de toute la génération qui a suivi, toute la génération aussi de la NGH, Ahrens, etc. Et puis après, arrivé à sa retraite, à 70 ans, il a créé la HTI, qui a été la première école pour former des hypnothérapeutes. Donc, McGill, c'est un grand monsieur de l'hypnose. Et moi, quand je l'ai vu, il avait 94 ans. Ça devait être en 2002. Et je crois qu'il est mort en 2004, 2005, enfin peu de temps après. Donc, j'ai fait la formation et je me dis, voilà, c'est comme ça que je vais faire de l'hypnose parce que c'est vraiment une hypnose simple, directe, entre guillemets. Et après, je lui ai demandé où se former en hypnose aux États-Unis. Et donc là, il m'a orienté ensuite vers l'hypnose de Jerry Kein et l'hypnose hellmanienne. Parallèlement à ça, j'ai passé tous mes certificats en hypnothérapeute aux États-Unis pour ensuite avoir les reconnaissances et les certifications NGH, ACHE, IMDHA. Et bon, j'allais faire je continue toujours à aller faire les congrès. Chaque année, je fais au moins un congrès. Maintenant, je suis beaucoup plus dans l'IMDHA et dans la ACHE, moins dans la NGH. Je trouve qu'il y a un peu vieilli. Mais bon, c'est quand même la deuxième grande génération de praticiens en hypnose. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces conférences qui ont lieu annuellement, si on regarde le catalogue et si on les suit, on s'aperçoit que 98, allez, on va dire, j'ai dit 90%, mais je pense que c'est bien 98%, c'est de l'hypnose moderne. Et il n'y a plus que 10% d'Ericksoniens. Et quand on leur parle d'Erickson, dans les conférences d'hypnose de ces grandes sociétés-là, pour eux, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, long. Et pour eux, ils nous disent souvent, non, mais il n'y a que Erickson qui faisait fonctionner son hypnose. Voilà. Donc finalement, l'hypnose ericksonienne aux États-Unis, on va le comprendre, elle a évolué davantage vers de la thérapie brève plutôt que vers de l'hypnose. Et ce qui est intéressant aussi,
ce que j'ai toujours beaucoup aimé chez Hellman, et ça c'est vraiment dans mon approche, c'est une approche pragmatique. C'est-à-dire moi je vous parle des choses partant de ma pratique pour aller vers la théorie et non pas l'inverse. Et tout ce que j'ai expérimenté en hypnose, je peux vous en parler. Après, s'il y a des choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas expérimenté, peut-être que je l'ai lu ou que je connais théoriquement, mais en tout cas, je n'en ai pas la pratique. Donc, l'Erickson Foundation avait sorti un schéma intéressant qui montrait en fait la filiation, tous les disciples d'Erickson. Et finalement, on se rend compte que Erickson, c'est vraiment le père de la thérapie brève. Et tous ses élèves, et ça c'est intéressant parce que j'ai fait des formations avec des personnes qui ont travaillé avec Erickson, hein, je pense à Gilligan, je pense à Dietz, je pense à Bandler, etc., insistent bien sur le fait que Erickson insistait sur le fait de ne pas le copier, de trouver soi-même son style et surtout d'inventer même le type de thérapie. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'hypnose moderne, donc ça c'est l'hypnose donc en dehors d'Erickson, en fait on se rend compte qu'il y a eu énormément de thérapeutes aux États-Unis, énormément de grands noms d'hypnose, et il y a principalement pour le simplifier, il y a trois générations. La première génération, c'est celle de McGill, Hellman, Aarons, qui ont créé la NGH, Hartland, Meares en Australie, Kruger, Tebetz, voilà. La deuxième génération, ça a été tous les disciples un peu, qui ont repris et qui ont amené d'autres formats thérapeutiques. Ils ont mêlé de la Gestalt, ils ont mêlé des formats de régression, ils ont créé, voilà. Donc ça, c'est la deuxième génération qui apparaît, on va dire, en bleu. Et en bleu clair, c'est la troisième génération. Donc actuellement, cette troisième génération, nous, on est la quatrième, hein, et la troisième génération, bah, ils sont tous proches de 70, 80 ans, mais ils continuent toujours de pratiquer déjà, et puis d'enseigner l'hypnose. Donc moi, je vous invite à garder ce schéma en tête, je pourrais vous le donner, parce que c'est un super schéma pour s'orienter quand on veut vraiment découvrir des auteurs, chercher de la biblio et travailler. Alors, on va passer dans le vif du sujet. Donc, l'hypnose hellmanienne, il faut savoir que de 48 à 62, Hellman, en fait, est formateur. Il va former 10 000 praticiens en hypnose médicale et il va traiter plus de 30 000 patients. Ce qui permet, du fait de cette mouvance en fait de praticiens qui vont s'intéresser à l'hypnose médicale, la reconnaissance médicale par l'AMA, comme American Medical Association en 58, de l'hypnose médicale et scientifique. Hellman va enseigner une hypnose à la fois opératoire, médicale et thérapeutique. Donc, il n'y a pas que du médical, il n'y a pas que de l'opératoire. Actuellement, l'hypnose hellmanienne, elle est enseignée et pratiquée dans plus de 45 pays. Il y a 50 000 praticiens qui ont été formés. Il y a eu des millions de patients traités, évidemment, avec ces techniques-là. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous savez combien de patients a traité Erickson, le nombre exact, tout au long de sa carrière. Hein. Alors, il n'y a pas de réponse, donc je vous le dis, 316 patients. Donc, pour moi, Erickson, c'est un génie de l'hypnose et j'adore lire, voir, écouter Erickson, mais il faut savoir aussi que Erickson, c'est le grand génie de l'hypnose, évidemment thérapeutique, mais surtout de l'hypnose expérimentale. Et quand on lit les Collected Papers, on voit qu'avec ses 316 patients, ben, il a rassemblé des centaines et des centaines d'heures qui lui ont permis d'avoir une compréhension très pertinente de l'hypnose. Hellman, rien à voir. C'est vraiment le self-made man. Il y a trois périodes dans sa vie. Les jeunes années, donc il naît à Dakota, donc c'est vraiment le Far West. Son père meurt alors qu'il a 8 ans et c'est à cet âge-là que son père peut passer une dernière journée avec son fils parce qu'il a été soulagé de ses douleurs, on va dire irréductibles, qui est lié à un cancer en fait, par un hypnotiseur. Et ça va marquer le jeune Deb. Et là, il va hériter de la bibliothèque de son père et donc principalement, et ça c'est très intéressant, moi j'ai eu accès à cette bibliothèque, c'est une bibliothèque d'ouvrages français en fait. Principalement l'école de Nancy, du Liébaud, Bernheim, Coué, etc. Et il y a vraiment une filiation entre cette école de Nancy et l'école des imaginationnistes, c'est-à-dire de Faria, Inan Cuvillers, Bertrand, etc. Donc on va comprendre qu'il y a vraiment une filiation dans cette approche imaginationniste entre le 18e, ensuite l'école de Nancy et ensuite l'exportation de l'hypnose aux États-Unis dans les années 50. Assez jeune, finalement, il ne fait pas d'études, mais il commence à s'intéresser, à faire ses premières expérimentations en hypnose à l'âge de 12 ans et il formule un peu ce qu'on va appeler les prémices de son induction d'Hellman.
Et il part ensuite à l'âge de 15-16 ans dans une troupe de vaudevillians. C'était des troupes itinérantes. Et là, il devient pendant une dizaine d'années le plus jeune et plus rapide hypnotiseur du monde, tel que le disait la réclame. Voilà, il tourne à travers tous les États-Unis et il fait des centaines et des dizaines de milliers d'hypnoses. Ensuite, les vaudevillians, en fait, se cassent la figure. Ils ne sont plus demandés, en fait, tout simplement du fait de l'essor du cinéma. Et c'est en fait le cinéma de quartier, et c'est dans ces théâtres qu'on va commencer à projeter donc des films. Et donc, on va dire à ces troupes itinérantes, ben, écoutez, ça nous coûte moins cher, c'est bien plus divertissant. Donc, finalement, il va se retrouver un petit peu désœuvré. Et là, c'est la période new-yorkaise. Il part à New York, il devient musicien. Il a l'idée ensuite, il est repéré pour être, on appellerait ça disc jockey, c'est-à-dire passer des disques à la radio. Et puis là, il gravit les échelons et il propose une émission qui s'appelle Hobby Lobby, c'est-à-dire où les gens venaient présenter un, un hobby un peu particulier, qui va devenir la première émission aux États-Unis. Pour vous donner une idée, quand Dave Hellman est malade une semaine, c'est Eleanor Roosevelt, la femme du président, qui vient le remplacer pour animer son émission. Là, il devient millionnaire au sens propre du terme, hein. Larry me racontait que quand petit, il a vécu dans une maison avec des domestiques, etc. Enfin, c'est incroyable. Et pendant la Deuxième Guerre, il va avoir une action, on va dire une propagande pour vendre et au profit de l'armée américaine, il va créer une émission qui s'appelle War Bond Auction qui va ramener énormément d'argent. Et puis évidemment, comme toute technique, la radio se fait supplanter par la télé. Et là, Dave Hellman ne saisit pas le bon. Et il retourne à l'hypnose. Alors, il continue, bon, il a été quand même assez fortuné, donc il continue à faire de l'hypnose de spectacle pour des charities. Et tous les médecins formés à l'hypnose, dans les cours principalement de la NGH, de Harrods, à cette époque-là, viennent le voir. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur hypnose. Et ils vont voir Hellman, ils lui disent, voilà, on a vu que, premièrement, vous faisiez des inductions rapides ou instantanées. Deuxièmement, pratiquement tous les patients acceptaient vos suggestions. Et troisièmement, ils atteignaient tous un stade somnambulique. Donc, on aimerait que vous nous appreniez à faire de l'hypnose. Et là, évidemment, Dave Hellman, au début, refuse, arguant du fait qu'il est pas médecin. Et surtout, il va, à ce moment-là, expliquer tout simplement que déjà, il n'est pas médecin, et puis l'hypnose médicale, il ne connaît rien. Et là, ils vont dire, venez dans nos cabinets. Donc, pendant quelques années, il va donc dans tous les cabinets, que ce soit en gynéco, en dentisterie, que ce soit chez les sages-femmes, que ce soit, etc., pour voir un petit peu comment adapter l'hypnose et comment modéliser en fait tout ce qu'il sait en hypnose de scène et en hypnose de spectacle sur le plan de l'hypnose thérapeutique et sur le plan de l'hypnose médicale. Et c'est comme ça, en fait, que naissent les cours en hypnose médicale. Et donc, il va parcourir les États-Unis de 48 à 62 pour enseigner, en fait, cette hypnose médicale. À la fin, en 62, il s'arrête parce qu'il a un arrêt, il a un accident cardiaque. Et finalement, tous ses élèves lui demandent ensuite d'écrire un ouvrage qui mettrait en évidence, en fait, en exergue, son enseignement. Et c'est comme ça qu'il écrit Finding in Hypnosis, mais qui est vraiment la toute petite partie, on va dire, émergée de l'iceberg, parce que, en fait, on verra que le fond d'Hellman, c'est des centaines d'heures d'audio, et puis c'est surtout des milliers d'heures de pages sur l'hypnose hellmanienne. Et finalement, Dave Hellman, c'est la première génération en hypnose moderne. Il y en a eu bien d'autres. C'est pour ça que les Hellmaniens, on n'aime pas trop se définir comme Hellmaniens parce qu'en fait, on a tellement évolué en fonction de ce qui s'est développé depuis les années 50 et puis surtout, il y a eu tellement d'apports, on va dire, à l'hypnose qu'on pratique qu'on ne fait plus de l'hypnose hellmanienne. Alors, pour dégager les grandes spécificités de l'hypnose hellmanienne, si vous ne la connaissez pas, premièrement, c'est une hypnose formelle. Il n'y a pas d'hypnose conversationnelle, il n'y a pas d'hypnose masquée. Deuxièmement, on va engager le patient dans le processus, c'est-à-dire on dit souvent que entre l'opérateur et le sujet, c'est 50-50. Le patient, c'est le copilote et l'opérateur, c'est le pilote. On va faire participer aussi le patient dans le processus hypnotique, c'est-à-dire l'hypnose sera toujours un état de consentement. Ça permet aussi de diminuer les résistances. L'approche, elle va être ce qu'on appelle client-centered hypnosis, c'est-à-dire pas des suggestions standards, mais c'est toujours une hypnose qui va être adaptée au patient, au sujet, au contexte. Donc, en hypnose hellmanienne, on n'utilise aucun script. Et c'est une hypnose vraiment de responsabilité, de liberté pour le patient. Pourquoi? Parce que l'opérateur, c'est juste ce qu'appelait Dave Hellman le dream pilot, le pilote du rêve, c'est-à-dire il est en position de guide. Il est là pour guider le patient dans sa transe. C'est une posture égalitaire.
Et la grande phrase, ça a été « toute hypnose est une auto-hypnose ». Voilà, on redonne en fait la liberté et surtout la responsabilité au patient et non pas à un prétendu pouvoir de l'opérateur. Donc, c'est une hypnose qui est ni autoritaire, ni directive, parce qu'en fait, on va utiliser toujours des suggestions directes, mais une méthode indirecte. Je m'explique. Il y a une différence. Souvent, maintenant, pour ceux qui font de l'hypnose manuelle, ils disent « oui, moi, je fais de l'hypnose directe ». Et je leur explique que ce n'est pas une bonne façon de présenter cette hypnose-là, parce que c'est comme si un grand chef cuisinier dirait « j'utilise tel type d'ingrédient », alors qu'en fait, son style de cuisine est différent. Donc, la suggestion, c'est juste un élément de l'hypnose, alors que la méthode, c'est vraiment la méthodologie qu'on va utiliser. La méthode est directe à partir du moment où, finalement, on va utiliser une technique qui vise à implanter une suggestion. C'est un peu l'idée de Bernheim, c'est-à-dire, finalement, c'est une petite graine qu'on va planter et qui va germer. Donc ça, c'est pour moi une méthode directe. C'est-à-dire, on donne des suggestions, on donne des métaphores, et la métaphore, finalement, c'est qu'une suggestion directe déguisée. Mais on cherche toujours à raconter une histoire pour implanter quelque chose dans la tête du sujet. Une méthode indirecte, ça part de l'intérieur du sujet pour aller vers l'extérieur, c'est-à-dire on va travailler directement avec le subconscient du patient pour qu'il trouve lui-même la réponse à ses problèmes. Et en hypnose hellmanienne, on va utiliser des suggestions directes, c'est-à-dire le style est direct, toujours, mais par contre, c'est le patient qui va donner la réponse. Donc, la méthode est toujours indirecte. Ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on va chercher à travailler toujours en somnambulisme pour amplifier le subconscient, voilà, qui est le stade de travail privilégié en hypnose hellmanienne. Et en hypnose hellmanienne, il y a toujours cette notion, finalement, l'état de transe n'est juste qu'un amplificateur et un catalyseur du subconscient. Une autre spécificité de l'hypnose hellmanienne, alors d'un point de vue plus pratique, c'est on va apprendre et comprendre la gestion de la transe profonde et la production de tous les phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire on apprend à travailler avec toutes les profondeurs de la transe. La transe légère, c'est-à-dire que la relaxation physique. La transe moyenne, on ne l'utilisera pas, parce que c'est une relaxation physique accentuée, donc on passe directement au somnambulisme, qui est caractérisé par une relaxation physique et mentale. On va travailler avec un autre type de transe, qui est la transe S-Day, qui est une transe, on va dire, de relaxation accentuée, de léthargie, qui est l'état S-Day. On va travailler également avec un état qu'on appelle l'hypnosleep, qui vise à provoquer un sommeil instantané. Quand je dis sommeil, ce n'est pas sommeil hypnotique, c'est sommeil véritable. Travailler dans cet état-là. Et on va travailler également avec ce qu'on appelle l'hypnose éveillée, qui n'a rien de commun avec l'hypnose conversationnelle. L'hypnose éveillée, on verra que c'est la production de phénomènes hypnotiques sans la transe associée. Et en fait, on apprend à travailler en fonction de ces différentes profondeurs de transe selon l'indication dont on a besoin, en fait, que ce soit en hypnose opératoire, médicale ou thérapeutique. Donc, pourquoi utiliser de la transe profonde? En fait, tout simplement parce que la fin justifie les moyens. Si vous faites de l'hypnose de spectacle, moi j'ai fait pendant pas mal d'années l'hypnose de la street, de l'hypnose de rue, vous savez très bien que de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose de rue, on ne peut pas en faire en transe légère. De la même façon, en hypnose opératoire, si on veut opérer quelqu'un, on ne peut pas le faire en transe légère. De la même façon, en hypnose médicale, si vous voulez accéder au processus automatisé du patient, que ce soit les processus vasculaires, salivaires, immunitaires, etc., tous les processus pour optimiser la cicatrisation, par exemple, vous ne pouvez pas avoir accès à ces processus automatisés en transe légère. Et enfin, en transe thérapeutique, alors souvent on me dit oui, mais alors en transe légère, des fois, moi j'ai eu des changements thérapeutiques, etc. Voilà. À ce moment-là, je dirais, mais quel est l'intérêt d'utiliser de l'hypnose? On peut utiliser de la psychothérapie, ça marcherait très bien, ça serait peut-être même plus simple à mettre en œuvre. Donc, pour moi, la spécificité de la transe profonde, c'est vraiment l'accès à des techniques. Par exemple, on verra que dans la technique de régression, si vous voulez faire une régression véritable, vous êtes obligé d'avoir du somnambulisme. Sinon, vous ne pouvez pas accéder à cette technique-là. La spécificité aussi de l'hypnose hellmanienne, c'est de développer une hypnose médicale et scientifique. Et ça, c'est important parce que dans les années 50, il faut savoir que le métier d'hypnothérapeute n'existe pas. Ça arrivera dans les années 70 aux États-Unis. Il faut savoir que pour le grand public, l'hypnose, c'est uniquement les films. Svengali, qui est issu de Trilby, du Maurier. Donc, c'est vraiment cette image du contrôle. Et il faut savoir que les médecins, le corps médical va commencer à développer, à utiliser l'hypnose médicale, mais c'est vraiment les pionniers dans ce domaine-là.
Ce qui va être intéressant, c'est que Develman veut toujours formuler une hypnose médicale et scientifique, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne l'hypnose et pourquoi fonctionne l'hypnose. Et je trouve qu'on voit des bons bouquins d'hypnose qui sortent actuellement, par exemple en langue française, où on nous explique comment fonctionne l'hypnose, mais on ne se pose jamais la question pourquoi ça fonctionne. Et vraiment, ça permet d'aller dans le fond des problèmes. Dans cette approche scientifique, il y a deux approches qu'on appelle l'approche inductive et l'approche déductive. L'approche inductive, c'est l'approche empirique. Et ça, dans ce domaine-là, Develman veut beaucoup s'inspirer évidemment de l'école française, mais aussi de l'école russe et aussi de l'école américaine. Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur Monroe, sur le docteur Flowers, qui sont vraiment les précurseurs en hypnose médicale de ce que va amener Develman. L'hypnose russe, c'est évidemment Pavlov, Platonov, tous ses disciples, etc. Et l'école française, c'est vraiment l'école de Nancy, Bernheim, Liébaud. Mais il va avoir également une approche déductive, c'est-à-dire quand il a une idée, il va la faire tester avec ses praticiens. Et on verra que ces cours en hypnose médicale de 48-62, ils vont énormément évoluer parce qu'il va découvrir plein de choses en testant sur des milliers de patients. Ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il n'a jamais franchi la ligne rouge, c'est-à-dire pour ne pas être taxé de pratique illégale de la médecine, à la fois lui parce que il est dans un rôle délicat, il enseigne à des médecins de l'hypnose, et en même temps l'hypnose a tellement mauvaise réputation qu'il ne va jamais franchir cette ligne rouge. Il va beaucoup s'intéresser évidemment à l'apport de la psychologie. Il faut savoir que Hellman, c'est un grand lecteur de Freud parce que c'était un très bon ami de Bernays, qui était le neveu de Freud et qui a été un grand bonhomme. Je vous invite à regarder Century of the Self comme documentaire sur Edward Bernays aux États-Unis. C'est un sacré loulou. Il va être très influencé aussi par William James, évidemment, l'inventeur, on va dire, de la psychologie, mais aussi par Karl Menninger, des psychiatres qui vraiment développent. Et c'est aussi les débuts de ce qu'on a appelé les behavioristes qui vont donner ensuite les thérapies comportementales et cognitives. Donc, Hellman s'intéresse à ça de très près. Hein. Il faut savoir que en épistémologie, c'est-à-dire dans la formulation d'une discipline scientifique, il y a toujours un progrès scientifique qui naît avec à la fois des opinions, c'est-à-dire moi j'ai telle idée ou je pense que voilà, et en même temps des faits scientifiques qui ont été prouvés. Et Develman va toujours avoir cette approche, c'est-à-dire essayer de conjuguer en fait les faits et les opinions. Et c'est quelqu'un qui aura beaucoup de génie et surtout beaucoup d'intuition et beaucoup d'idées. Si on remet ça un peu dans un contexte, on va dire, de l'histoire de l'hypnose, il faut savoir que tous les auteurs jusqu'à la fin du 19e sont souvent, en fait, dans une approche qui est assez peu scientifique, parce qu'au contraire, ils vont trouver ou chercher des sujets pathognomoniques. Par exemple, quand on voit Janet, il va travailler avec deux patients, qui vont être des patientes fétiches. Quand on voit Charcot, bon, ben là, c'est même pire. Quand on voit Bernheim, ils ne cherchent pas forcément à établir des protocoles scientifiques pour voir comment ça fonctionne. Alors, maintenant, on va lister un petit peu, et c'est peut-être ce qui va donner le plus d'interrogations, quels ont été en fait les apports de Develman à l'hypnose, et vous allez voir que ça va bien au-delà d'une simple induction. Toujours d'actualité, il a proposé une définition de l'hypnose qui me semble très intéressante, c'est-à-dire non pas un état de conscience modifié, ça c'est la pire état modifié de conscience, c'est vraiment la pire des définitions, parce qu'on sait que ce n'est pas un état, c'est un processus. Ce n'est pas une modification parce qu'une modification entraîne un changement qui n'affecte pas l'essence même. Or là, ça affecte évidemment l'essence parce qu'on passe d'un mode de fonctionnement conscient à un mode de fonctionnement subconscient. Et enfin, EMC, état modifié de conscience, on n'est plus dans de la conscience. Donc lui, il va parler d'un état d'esprit, d'un processus dans lequel on franchit le facteur critique et on met en place des pensées sélectives. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi il utilisait ces termes-là. Alors, critical factor, facteur critique, en fait, il voulait expliquer que dans la partie de la conscience, il y a une partie qui juge, qui analyse, qui dit oui, mais. Et en même temps, pensée sélective, en fait, il ne voulait pas utiliser le terme suggestion pour deux raisons. D'abord, il voulait faire une référence au monoïdéisme de Braid, et puis surtout, il voulait ne pas mettre le terme suggestion, sinon c'était trop qualifié d'hypnotique. Et on va voir que Develman, dans ces années-là, en fait, il va enseigner une hypnose, mais il ne va pas parler d'hypnose. Et on va comprendre pourquoi. Il va parler de medical relaxation, c'est-à-dire de relaxation médicale. Or, tout son travail n'a rien à voir avec de la relaxation médicale, et il explique bien à ses praticiens, à ses élèves, mais il dit pour les patients, on va parler de relaxation médicale parce que l'hypnose a tellement mauvaise presse qu'il faudrait justifier ça.
Ensuite, il va avoir une approche historique de l'hypnose et à travers cette approche historique de l'hypnose qu'il enseigne, il a déjà bien identifié tous les ingrédients de la transe. Il part de Mesmer principalement, il arrive jusqu'à l'école de Nancy et il a déjà une très bonne connaissance historique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va éliminer toutes les fausses idées sur l'hypnose dans les années 50. Et Dieu sait qu'il y en a une bonne douzaine. Elles sont toutes plus farfelues les unes que les autres. Et c'est pour ça qu'il va développer cette idée d'une hypnose à la fois dans laquelle on ne va pas utiliser un pré-talk parce qu'on ne va pas dire le mot hypnose, mais en même temps, toujours, il va développer une compréhension de l'hypnose de l'intérieur et non pas vue de l'extérieur. Et il dit que toute l'ambiguïté de l'hypnose, c'est ça. Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est du sommeil, on a l'impression que le patient obéit, alors que vu de l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ça. Et il va toujours chercher à avoir cette compréhension à la place du sujet. Il va identifier aussi 6 signes d'hypnose qui sont non simulables pour lui. Et il va développer aussi beaucoup de stratégies. Et ça, c'est vraiment dans la lignée de Coué. Et il faut relire Coué parce que Coué, c'est très, très intéressant. C'est pas je vais bien, tout va bien. C'est beaucoup de stratégies, de tests aussi, de suggestibilité. Et les lois de Coué sont toujours d'actualité. Et il va développer aussi cette idée que toute hypnose est une auto-hypnose. Donc, je vais vous montrer jusqu'où on peut aller en auto-hypnose. Par exemple, en Allemagne, moi, j'avais fait une chirurgie. Alors, je vous la passe rapide, hein, pour de la chirurgie. Et quand on a l'habitude de développer des phénomènes hypnotiques en auto-hypnose, ben on s'entraîne au début à développer des phénomènes très simples comme des catalepsies, des lévitations, des changements émotionnels, des changements sensitifs. Et après, on obtient les analgésies et les anesthésies. Et donc, j'avais une chirurgie à faire. Je m'étais cassé une dent dans un noyau d'olive. C'était le comble pour un dentiste. Et j'avais une chirurgie à faire. C'est un copain qui me l'a fait. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va le faire en hypnose, etc. Voilà, bon, ça, vous pouvez le voir sur le site. Mais ce qui est intéressant, en fait, j'avance un petit peu, c'est de voir que pendant toute la chirurgie, en fait, le cerveau est très actif. Il faut toujours focaliser son attention sur des notions, en fait, de sensation, de relâchement, de détente, et surtout sur le fait qu'on ne sente rien. Donc, il y a vraiment cette approche, j'avance un peu, parce que c'est toujours un peu gore quand on n'a jamais vu de la chirurgie dentaire. Mais ça, c'est vraiment une approche qui a été oubliée en transe et qu'il faut redécouvrir. C'est ce qu'on appelle la notion du monoïdéisme. C'est-à-dire, autant dans un état normal, le conscient se balade un petit peu comme un petit singe dans tous les sens et il y a un flux de pensée, autant la capacité de la transe, c'est la réduction de la focale à une seule idée et attacher l'esprit du sujet à une seule idée. En l'occurrence, je ne sens rien, je ne sens rien, je ne sens rien. Quel a été l'apport de Develman? Alors, je vous ai fait un petit peu des listes qui correspondent chronologiquement à ses apports à travers le cours en hypnose médicale. Tout d'abord, des inductions rapides et instantanées chez l'adulte et chez l'enfant. Il va développer une douzaine d'inductions. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à cette époque-là, il faut savoir que l'hypnotiseur, c'est vraiment l'hypnotiseur qui a un pendule et qui provoque un état de transe et il ne sait pas trop finalement ce qu'il obtient. Et il obtient dans 20% des cas 10-20% du somnambulisme, alors que là, chez Hellman, on a une technique qui permet volontairement de créer les conditions favorables à l'obtention du somnambulisme, voire de l'atteindre d'entrée de jeu. Le principe est basé sur l'amnésie. Et l'amnésie, c'est pas j'ai oublié, c'est j'ai une perte d'accès momentanée à l'information. Il va développer aussi des techniques très intéressantes. Il appelle ça l'induction répétée. Les 3 visites chez Bernheim. Il s'est inspiré des travaux de Bernheim. C'est en fait la technique du fractionnement maintenant. Il va développer, ça c'est l'une des caractéristiques peut-être de l'hypnose hellmanienne, c'est qu'on teste toujours la profondeur de transe avant de commencer à travailler. Et les tests ont 3 fonctions. Ce sont à la fois des éléments de confirmation pour savoir où on en est, des éléments qui vont servir de deepener, c'est-à-dire d'approfondissement, et en même temps de convincer. Pourquoi? Parce que ingrédient indispensable à l'hypnose, à l'activation de la transe, c'est l'activation de la croyance. Voilà. Et ça, on l'oublie souvent. Et quand on fait des phénomènes hypnotiques, le patient voit qu'il se passe des choses quand même et qu'il n'est pas juste là assoupi en train d'écouter une voix. Il va également aussi différencier de façon fine le somnambulisme artificiel et véritable et savoir passer de l'un à l'autre et comprendre que cette idée d'amnésie, je passe un peu vite là-dessus parce que Jérémy, vous en avez déjà parlé, c'est une perte d'accès à l'information. C'est-à-dire on cherche une relaxation mentale pour substituer à la voix intérieure du sujet, en fait, le facteur critique, le conscient,
la voix de l'opérateur. Voilà. Et en fait, chez Dave Hellman, toujours, et ça c'est une caractéristique de son hypnose, c'est les conditions d'un état qui vont créer l'état. C'est-à-dire en créant l'amnésie par suggestion, on vise à développer le somnambulisme. Pourquoi? Parce que le somnambulisme est validé par l'amnésie. Et l'utilisation opératoire, ensuite, va être très vaste. Il va utiliser cette hypnose médicale dans le domaine de la dentisterie, pour les gynécos, les ORL, dermato, pédiatrie. Ça, c'est vraiment l'hypnose médicale. Et des cours de 1 à 7 chez Develman, enfin 1 à 6 exactement, c'est vraiment que de l'hypnose médicale. Et après, de 7 à 10, c'est de l'hypnose thérapeutique, principalement. Bon, là, il y a toute une liste de différentes inductions développées par Hellman, mais je passe là-dessus parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais vous montrer quelques inductions qui sont d'inspiration hellmanienne, c'est-à-dire en fait, on modélise la façon qu'a Dave Hellman de travailler. Donc, ce qu'on appelle la catalyste induction, je prends la main 3 fois et on voit que pour un sujet qui n'a jamais fait d'hypnose, mais qui est très réceptif, on peut avoir de suite une entrée en hypnose très rapide. On peut faire d'autres techniques associées comme ça, où par exemple, on va mêler des fractionnements. Quand le bras est en l'air, les paupières se ferment. Quand le bras descend, les paupières s'entrouvrent. Et on va le mêler ensuite à une catalepsie pour induire l'hypnose. Technique très simple, douce, élégante. Et en fait, qui est basée sur les principes de l'hypnose hellmanienne, c'est-à-dire la production de phénomènes hypnotiques pour développer une transe somnambulique. On va avoir d'autres inductions. Ça peut être, alors j'avance un peu, ça peut être des inductions très simples. Hein. Par exemple, induction ballon libre. Hop, on voit que le sujet part, il est réceptif. On enchaîne par un revolving au niveau de la tête. Et ensuite, on va faire des techniques pour approfondir la transe. Donc, il faut que ça soit applicable dans la pratique quotidienne. C'est-à-dire, comme disait Dave Hellman, si l'induction de l'hypnose vous prend plus d'une minute, vous ne l'utiliserez pas dans le domaine médical. Et il avait raison, parce que si c'est coûteux sur le plan, on va dire, personnel, intellectuel et coûteux en temps, finalement, ce n'est pas une hypnose qu'on va employer. J'avance un peu, vous pouvez regarder tout ça sur Internet. Un autre rapport de Dave Hellman très intéressant, c'est l'hypnose éveillée. Alors ça, personne ne comprend ce que c'est. Quand j'en parle, souvent on croit que c'est de l'hypnose masquée, de l'hypnose conversationnelle, ça n'a rien à voir. Ça a été le seul à enseigner ça. L'hypnose éveillée, c'est la production de phénomènes hypnotiques sans la transe associée. En fait, c'est très simple à comprendre, c'est l'effet placebo. Moi, souvent, je prends un patient, par exemple, je lui dis, voilà, il y a une dent à extraire, bon, ok, on va utiliser un anesthésique de contact. Et donc, je lui mets, par exemple, un coton-tige et je frotte. Et je lui dis, voilà, vous allez sentir, il y a un anesthésique très puissant et la dent va complètement s'endormir. Quand vous sentez qu'on est complètement endormi, vous me le dites. Et là, le patient dit oui, oui. Et puis, on continue à discuter, il a les yeux ouverts, il n'y a pas eu d'induction. Et en fait, moi, j'ai juste passé un coton-tige avec de la glycérine, principalement, ce que j'utilise. Et en fait, on a le phénomène hypnotique d'hypnoanalgésie, voire d'hypnoanesthésie, qui a été provoqué tout simplement parce qu'on a fait de l'hypnose éveillée. Donc, c'est le principe du placebo. Et j'ai un bon ami, c'est Ted Kaptchuk, qui est à Harvard et qui a créé le département, c'est le département pilote au niveau mondial. Vous allez sur son site, vous avez toutes les centaines d'articles qu'il a publiés. C'est vraiment le grand monsieur de l'étude du placebo. Et on avait beaucoup parlé d'hypnose et de l'effet placebo, nocebo, etc. Et ce sont des processus différents quand même, les processus hypnotiques. Et à la convention 2024, là, il y a Alice Guillon, chercheuse au CNRS, qui viendra nous faire une conférence justement sur la différence d'imagerie cérébrale entre l'hypnose et le placebo. Et de la même façon, si on s'intéresse à l'histoire de l'hypnose, ce qui est mon cas, il faut comprendre que le magnétisme, ça n'a rien à voir avec l'effet placebo. En fait, le magnétisme, c'est vraiment le mécanisme de l'hypnose non verbale. Donc, il n'y a pas qu'un effet placebo. Il y a beaucoup plus d'ingrédients, qui sont les ingrédients de l'activation de l'hypnose, qui sont inclus dans l'effet placebo et dans le magnétisme, pardon. Pour comprendre l'hypnose éveillée, il faut regarder ça. C'est un magicien. Et ça, c'est une expérience que je fais à la fac avec mes élèves. Et on fait croire donc qu'on a un bras, on met un bras en caoutchouc en fait d'un côté. Et ensuite,
on le sépare avec une petite séparation et on va recréer comme ça des phénomènes sensitifs et des phénomènes douloureux, en fait, sur la partie, en fait, qui est totalement absente d'innervation parce que, par définition, elle est en place. Voilà. C'est le même principe de l'hypnose placebo et il y a des ingrédients très spécifiques dans l'hypnose placebo. Argument d'autorité, la confiance et aussi des suggestions qui soient envisageables et réalistes. D'autres apports de Develman, c'est la sémantique. Très, très importante pour lui. L'hypnose, c'est que de la sémantique. Il explique que le sujet, il est dans un état de focalisation très intense de l'attention. Et il a beaucoup investigué aussi, on verra en hypnoanalyse plus tard, en régression à la cause, en anesthésie générale, le sujet entend tout et peut rapporter tout ce qui s'est passé. Donc, la sémantique hellmanienne, elle va être très précise parce que le sujet, évidemment, on le sait, ne dort pas, mais surtout, il est dans un état d'hyperactivation cérébrale. C'est le principe du somnambulisme, hein, je vous rappelle. Donc, il y a une focalisation de l'attention sur le monde intérieur, mais aussi le monde extérieur. Et donc, on va surtout utiliser, au niveau des suggestions, beaucoup de prévision, d'anticipation et de répétition. Il y a une différence aussi en hypnose hellmanienne entre ce qu'on appelle les instructions et les suggestions. Une instruction, c'est une réponse consciente, alors qu'une suggestion, c'est une idée qu'on propose qui va avoir une réponse automatisée, involontaire et sans effort, c'est-à-dire une réponse subconsciente. Et le plus important, c'est l'automatisme. Que ce soit involontaire, qu'il n'y ait pas de volition dedans, mais surtout qu'il y ait un automatisme, que ce soit direct et que ça ne passe pas par justement ce fameux facteur critique. Entre parenthèses aussi, chez Hellman, on va voir que, et ça on le comprendra plus tard, la transe, ce n'est pas la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne cherche pas à être dans le domaine du subconscient. Il n'y a pas cette approche néo-ericksonienne, le subconscient, c'est le sage, bienveillant, qui connaît tout, qui a toutes les réponses, et voilà. Non, non, là on cherche une collaboration, une communication, un mode de communication entre le conscient et le subconscient. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que le conscient, il a des fonctions supérieures, cognitives, etc., que n'a pas, évidemment, le subconscient. Il va aussi beaucoup travailler sur les 3 types de suggestions, c'est-à-dire pré-hypnotique, per-hypnotique pendant l'hypnose et post-hypnotique. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, une grande partie de l'hypnose thérapeutique, c'est de la suggestion post-hypnotique. Et enfin, vous allez voir, il y a un drive hellmanien, c'est-à-dire Hellman parle avec sa voix naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit que ça augmente le rapport. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas ce cliché de la voix de l'hypnotiseur avec une voix lente, monotone, etc. Ça, si vous voulez faire de la léthargie, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là, on ne cherche absolument pas à faire de la léthargie. Je vais vous passer un petit audio d'Hellman. C'est pour de l'hypnoanalyse. Et vous allez voir qu'il parle avec la patiente. All right. Now, when I snap my fingers, we will promote you to the 2nd grade. And you'll be in the 2nd grade, and you'll see that even clearer than the 1st. Watch. There we go. You're in the 2nd grade, Miriam. Where are you sitting in this room? I'm near the back. Near the back. Look catty-corner across the room at the kid furthest from you. I want you to be able to see that child. Who is that? I'm not sure. Well, when I snap my fingers, you'll see that child, whether it's a boy. Donc, il parle très naturellement au patient. Là, il fait une régression à la cause et il amène la patiente à l'âge de 6 ans, puis à l'âge de 7 ans, etc. Et à chaque fois, il lui demande de décrire ce qu'elle voit à l'endroit où elle est. On va comprendre qu'il a toujours une suggestion directe, mais une méthode indirecte. C'est-à-dire qu'il donne une suggestion, mais ensuite, c'est le patient qui doit faire le job au niveau de son subconscient. Il attend la réponse et ensuite, il réajuste évidemment sa suggestion. Donc, la suggestion est permissive, mais elle n'est jamais autoritaire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, quand je dis au patient, prenez une grande inspiration, fermez les yeux, c'est une suggestion directe. Pourtant, elle n'est pas autoritaire ou elle n'est pas vécue comme autoritaire, tout simplement parce que la tonalité, et en fait, le paraverbal est fondamental en hypnose, indique la permissivité. On va avoir aussi une grande précision dans les suggestions. C'est le contraire de l'éricksonien du heartfully vague, peut-être, et je me demande si, et vous pouvez peut-être. Non, là, au contraire, ce qu'on veut, c'est en fait une réponse directe, automatique. Donc, simple. Au plus, on va utiliser une sémantique simple, une suggestion simple.
au plus le sujet va réagir de façon directe. Par exemple, quand on fait une lévitation, moi, je vais dire au patient, je ne vais pas lui dire le bras est de plus en plus léger ou vous accrochez un ballon. Non, je dis je compte jusqu'à 3. À 3, 1, 2, 3, le bras monte. Au début, peu importe qu'il y ait de la participation consciente, que ce soit vécu comme une instruction. Mais ensuite, progressivement, on va passer, et c'est toute la subtilité de la gestion de la transe somnambulique, d'instruction à des suggestions. Il y avait Larry Hellman qui avait fait un petit schéma que j'aimais bien. Il disait, voilà, il y a différents types de suggestions, autoritaires, permissives, directes, indirectes. Bah, finalement, Dave Hellman, il va situer, c'est le rond qui est l'ovale qui est dans le schéma à gauche, entre le direct, le permissif, quelquefois un peu de l'indirect, mais c'est très rare. Hein, voilà. Et principalement pour tout ce qui est hypnose de spectacle, c'est à droite, donc la partie verte, alors que la partie thérapeutique et hypnose médicale, c'est plutôt la partie bleue de ce schéma. L'apport de Develman, pour le retenir, en fait, dans les suggestions, j'avais proposé l'acronyme SPIDER, c'est-à-dire une suggestion, elle doit être simple, vraiment comprise par un enfant de 6 ans, positive, et c'est pas parce que, entre guillemets, ça c'est une phrase qui me fait hurler, le subconscient ne comprend pas la négation, alors ça c'est vraiment n'importe quoi, mais il faut que ça soit positif, tout simplement parce qu'en fait, chaque suggestion implante une image. Et donc, on va utiliser uniquement une image qui soit positive. Simple, positive, imagée, tout simplement, c'est le langage du subconscient. Direct, pour avoir une réponse automatique. Émotionnel, c'est le langage du subconscient. Répété, et souvent lié à des sensations. Et il faut bien voir que l'activité subconsciente, alors déjà, petite parenthèse, depuis le début, je parle de subconscient, parce que dans l'hypnose hellmanienne, on ne parle pas d'inconscient. Comme chez Erickson, mais pour moi, les termes sont identiques. Hein. Subconscious mind, unconscious mind, pour moi, c'est la même chose. Mais je trouve ça plus pertinent parce que dans l'idée d'inconscient, il y a l'idée qu'il n'y a pas de conscience, alors que dans l'idée du subconscient, c'est juste ce qui est situé sous la conscience. Vraiment, c'est l'iceberg, c'est-à-dire cette métaphore de l'iceberg où le conscient, c'est finalement la petite partie émergée et le subconscient, c'est tout ce qui est en dessous. Donc, rappelez-vous cette définition automatique, involontaire et sans effort. Un apport aussi, c'est la technique du compounding qui est très utilisée, qui est une technique très puissante, qui est basée à la fois sur 2 stratégies, les réflexes conditionnels pavloviens, le monoïdéisme de Braid et sur cette idée d'une neuroscience des brain loops. C'est-à-dire à chaque fois que vous faites une suggestion, en fait, vous allez la renforcer pour que la brain loop, c'est-à-dire la boucle neuronale que vous avez créée, s'active plus vite, mais surtout soit plus forte. Et enfin, l'idée majeure aussi chez Hellman, et ça je le répète souvent, c'est que le langage a un pouvoir créateur. C'est-à-dire les mots, tous les mots qu'on emploie ont une action psychologique et physiologique. Je vais vous montrer comment on obtient par exemple ce qu'on appelle le glove anesthesia. Alors déjà, le glove anesthesia, c'est quelque chose qui a été très mal compris en France, quand c'est arrivé en France, parce que souvent, c'est une technique qui date des années 50 en fait. C'est un anesthésiste qui avait fait une anesthésie sur lui-même au niveau de la main, et ensuite on transférait ça, et ça vient des dentistes, hein, c'est-à-dire en fait cette approche du glove anesthesia, c'est Aaron Moss, et les premiers, ce qu'on appelle les premiers hypnodontiques, c'est des ouvrages qui datent de 52, 54, etc., qui ont développé ces techniques pour obtenir l'anesthésie dentaire. Et en fait, ce n'était pas du tout une métaphore. On ne disait pas, mets un gant, file le gant, il est comment, il est bleu, il est rouge, il est doux, il est mou, il est soie, etc. Non, pas du tout. C'était que de la suggestion directe. On demande au patient, vous allez focaliser votre attention sur la main et c'est lié à des techniques de compounding, c'est-à-dire c'est que de la suggestion directe. Je compte jusqu'à 3. À 3, le dos de la main est complètement engourdi, endormi. Je compte jusqu'à 3. À 3, le dos de la main est complètement engourdi, ça s'intensifie et ça va dans les doigts. Et je compte jusqu'à 3 à nouveau. Souvent, dans les techniques de compounding, on fait ça par 3. Et en fait, tout l'endormissement va, en endormissement, engourdissement, va gagner toute la main, dos de la main, doigt de la main et paume de la main. Donc là, c'est la technique qu'on va utiliser. La main devient totalement engourdie, totalement endormie. C'est absolument que. Et même imaginer qu'elle devient une texture comme une main en bois. Alors, on peut donner des métaphores.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, et c'est pour ça que c'est une méthode indirecte, on le dit au patient, et quand vous sentez que la main est complètement engourdie, complètement endormie, vous me le signifierez en bougeant n'importe quel doigt de façon automatique. On fait un signaling et après, on fait le transfert sur la zone qu'on veut opérer. Alors ça, par contre, on l'obtient évidemment avec un bon stade d'hypnose profonde, c'est-à-dire il faut être dans le somnambulisme. L'approche de Dave Hellman, donc c'est le somnambulisme, mais c'est aussi l'Esdale. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup étudié James Esdale, qui a compris la différence entre ce qu'on appelle le coma hypnotique et l'état Esdale. Et ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont réussi à comprendre ce que c'était. Il va formuler 2 éléments. Comment on sort de l'Esdale, d'abord, parce qu'on ne savait pas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des... Alors, évidemment, provoquer de l'Esdale, ça m'arrive tous les jours, parce que c'est un peu la base de ma pratique en hypnose opératoire. Mais par contre, d'avoir des Esdale spontanés où le patient ne revient pas, c'est-à-dire vous avez fait une séance d'hypnose thérapeutique opératoire, peu importe, et le patient ne revient pas. Quand je vous dis ne revient pas, c'est vous avez fait pendant un quart d'heure, 20 minutes, toutes les techniques que vous connaissez, de la suggestion directe, indirecte, des sensations, etc. Voilà. Donc, il a formulé un émerge qui est très, très pertinent. Puis ensuite, c'est sa femme qui a formulé, pratiquement 20 ans après ou 30 ans après, la technique de l'induction pour l'état Esdale. L'application, ça va être principalement chez Hellman de l'obstétrique ou de la chirurgie. Il va obtenir avec ses patients 90% de succès. Et c'est quelqu'un Hellman va beaucoup travailler avec Kruger. William Kruger, il faut lire absolument, c'est figure majeure de l'hypnose médicale des années 50. C'est un génie. Dave Hellman va faire le premier accouchement en hypnose. Et ça fera la couverture du Life Magazine. Et les premières césariennes en hypnose. Et évidemment, là, on est loin de ce qui se fait actuellement en hypnose chirurgicale, en hypnosédation ou préparation à l'accouchement. En hypnoanesthésie également, il va faire la première chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Et à ma connaissance, ça n'a jamais été refait. On a proposé de l'hypnosédation, de tout ce que vous voulez, mais jamais de l'hypnoanesthésie véritable pour de la chirurgie cardiaque. Pour de la chirurgie abdominale, oui, ça, je l'ai vu faire. John Butler, un confrère en Angleterre. Mais chirurgie cardiaque à cœur ouvert, non. Et pour toutes les douleurs chroniques aiguës, beaucoup de techniques aussi, le glove anesthésia, le Magic Spot, et aussi il va traiter beaucoup de patients en phase de cancer terminal. Ça va être le premier, ça c'est vraiment un standard maintenant dans l'hypnose médicale, c'est les préparations chirurgicales en pré, per et post-op, c'est-à-dire comment préparer le patient mentalement pour qu'il soit dans le bon état d'esprit, comment gérer la transe chirurgicale avec tous les phénomènes associés, parce qu'il n'y a pas que l'anesthésie, il y a plein aussi de phénomènes intéressants à développer, que ce soit l'hypnosédation, l'hypnoanalgésie, l'hypnoanesthésie, mais aussi toutes les fonctions automatisées du corps, et ensuite toutes les fonctions de recovery, c'est-à-dire en post-op, comment on va optimiser la cicatrisation en activant, en boostant tout le système. J'ai montré un état Esdale, par exemple, comment on obtient un état Esdale. C'est une patiente, voilà. Alors, ça prend un peu de temps quand même, parce que là, je commence à bosser au bout de 10 minutes. Voilà. Et on va voir que c'est basé sur des techniques. Moi, j'utilise principalement des techniques qui vont créer une hypnosédation. Et ensuite, une fois que la patiente a validé ces états-là, à ce moment-là, là, on fait la chirurgie. Voilà. Et là, il n'y a pas d'anesthésie qui a été employée. Bon, j'avance un peu. Et ce qui est intéressant, c'est, regardez bien, je passe la vidéo en accéléré. Et en fait, le patient n'a pas bougé d'un iota. Et ça valide vraiment un bon état de sédation et de léthargie parce que, en général, on a toujours des mouvements involontaires où toujours le patient se réajuste dans le fauteuil sur des chirurgies comme ça. Donc ça, c'est grosso modo cours 1 à 6 en cours en hypnose médicale. À partir du cours 7 jusqu'à la fin, ça va être vraiment que de l'hypnothérapie. L'apport de Dave Hellman, c'est l'hypnoanalyse. Il va développer ce qu'on appelle la technique de la régression à la cause. Maintenant, on appelle ça le HRT, c'est-à-dire Hypnosis Regression Therapy, qui est devenu vraiment un standard anglo-saxon, mais on va dire au même titre que les parts thérapie ou les transforming therapy. C'est vraiment des standards établis depuis une 50aine d'années en hypnose. Lui va utiliser ce qu'on appelle la pinpoint méthode pour faire sa régression. Il y a plein d'autres techniques. Il y a l'affect bridge, le corridor, la bibliothèque, le cinéma, enfin, ce que vous voulez. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va montrer que le subconscient n'oublie rien. C'est-à-dire, quand on fasse une anesthésie générale ou bien quand on part en régression,
on obtient toujours des EIS, c'est-à-dire des événements initiaux sensibilisants, des ESS, tous les événements subséquents. Mais attention, il faut savoir que la mémoire, c'est une reconstruction de l'imagination. Donc, il faut faire très attention à ne pas induire de faux souvenirs. Et c'est pour ça qu'il va insister particulièrement sur la sémantique, sur les questions pour ne pas induire de faux souvenirs. On pourrait maintenant, par exemple, développer des stratégies en symbolic language, en régression, qui seraient très pertinentes parce que justement, ça irait vraiment dans le même sens. Le somnambulisme est requis parce que sinon, on va avoir uniquement de la remémoration de choses, mais jamais de la revivification. Ce qui va être passionnant, et ça j'ai vraiment trouvé en faisant la transcription et ensuite la traduction de l'intégralité des sessions d'hypnose thérapeutique de Develman, c'est qu'il va utiliser plein de techniques à travers cette régression. Il va utiliser par exemple le signaling néomoteur. Il faut savoir que le signaling, ça a été développé avec le Cron, ensuite avec Chick, le Cron-Chick ensemble. Ensuite, ça a été développé par Dabney Wynne avec Bruceheimer, qui ont sorti un très beau bouquin, qui est peut-être le meilleur, parce que celui de Cron et Chick est un peu ancien, sur la thérapie avec tous les trucs idéomoteurs. Et puis après, ça a été un peu remis et remarketé au goût du jour par Bob Burns avec le Swan. Mais à la base, c'est quand même le signaling, c'est pas très compliqué à obtenir et à comprendre, hein. Il va utiliser aussi des stratégies de double dissociation. Il va utiliser aussi des stratégies de mémorisation consciente. Alors, ce sera un peu compliqué à développer là parce que j'ai pas trop le temps, mais et surtout même des stratégies assez dingues en régression de rêve symbolique. C'est-à-dire le patient part en régression, il l'amène en sneak low sleep, c'est-à-dire il le fait dormir. Et dans ce sommeil-là, il le fait rêver pour ramener du contenu symbolique qui va nourrir en fait toutes les investigations qu'il a en régression. Donc, il y a vraiment eu des coups de génie sur des. C'est surtout intéressant de voir travailler en fait avec des patients. Et en même temps, il va être très influencé par les travaux de Freud sur la névrose, sur le principe du trauma et de l'amnésie. Alors, en hypnoanalyse, il va traiter principalement des bégaiements, parce que ça, c'est historique. En fait, c'est son père qui lui a montré, parce que son père faisait de l'hypnose, comment on peut guérir, entre guillemets, l'hypnose, le bégaiement avec l'hypnose, mais en même temps, sur toutes les affections, on va dire qu'on appellerait psychosomatiques, c'est-à-dire les migraines, les douleurs chroniques, les phobies, les troubles psychosomatiques, l'anxiété, la dépression, les névroses. Et il y a même un chapitre entier, un cours entier, sur la sexualité, avec impuissance, rigidité, stérilité, tout ce qui est règles, hyperménorrhée, dysménorrhée, aménorrhée, etc. Donc, il y a l'intégralité des sessions d'hypnoanalyse, c'est plus de 26 heures, je crois, je me rappelle. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'il va avoir une approche du subconscient qui n'est pas ericksonien. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas cette idée du sage bienveillant qui connaît tout, etc. Mais c'est vraiment l'idée de le subconscient, c'est des processus automatiques avec des apprentissages à faire. Ça, on va retrouver cette approche qui vient de Janet, mais en même temps dans les neurosciences à l'heure actuelle. Et le but, c'est pas de dire c'est mieux d'être en transe, c'est pas la transe, c'est la vie, c'est au contraire de dire voilà, vous avez votre conscient, vous avez votre subconscient, et souvent il y a des problèmes entre les deux parce qu'il y a une mauvaise association. C'est-à-dire, j'ai peur, je sais pas, je veux prendre l'avion, mais j'ai peur de l'avion. Ou bien, je veux m'arrêter de fumer, mais j'ai des pulsions qui m'empêchent parce que ça me détend ou ça me déstresse ou c'est convivial. Voilà. Et en fait, l'idée dans cette approche-là, c'est vraiment de créer une association entre le subconscient et le conscient. Donc, il n'y a pas du tout cette idée de l'amnésie ericksonienne où on fait travailler le subconscient et on ne veut pas que le conscient se mêle là-dedans. Voilà. Et au contraire, même ce que j'appelais la technique du rappel conscient, c'est souvent quand le patient a trouvé le traumatisme et le IS, il va lui dire, bon, ben voilà, une fois qu'il est sorti de l'hypnose, à chaque fois que vous allez avoir cette phobie, rappelez-vous du moment où vous avez eu ce problème-là. Remémorisation consciente et surtout amener on va dire, recadrer, c'est-à-dire on appellerait ça maintenant faire de reframing, c'est-à-dire changer le comportement, l'émotion associée à cette EIS. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un apprentissage à la fois cognitif et émotionnel, c'est-à-dire qui mêle les activités supérieures, le conscient, le néocortex, et surtout l'émotionnel, le subconscient. Et dans cette approche hellmanienne, en hypnoanalyse, la transe, c'est uniquement un amplificateur et un catalyseur du subconscient. Je vais vous montrer une régression d'hypnoanalyse. Donc, vous allez voir, c'est très actif l'hypnoanalyse. Donc, je fais une régression. Alors, c'est en anglais, parce que c'était pour une démonstration. Arm is going down. I just want you to. Et vous allez voir que le patient, Okay, that's great. It disappeared from the mind.
Come back. Just focus on the breathing, just let me disappears. That's fine. Le patient ressort évidemment des émotions et on va l'amener comme ça en régression à retrouver des événements. Et ensuite, pour chaque événement, on va, entre guillemets, reformater pour que lui trouve les ressources nécessaires pour à changer l'émotion, le comportement non écologique attaché à la situation traumatique. Nice and gentle, just anything you want. Don't know how to suffer. And when I drop your arm, it will go back to the scene. Okay? It's fine. Okay. How are you? Okay. Your mother's on the dental chair? Yeah. Okay. Les questions qu'on va poser doivent être très neutres. Où êtes-vous? Êtes-vous seul, accompagné? Est-ce le jour? Est-ce la nuit? Décrivez la scène, etc. Donc, il n'y a jamais de question qui va induire des faux souvenirs. Traitement de phobie. Donc ça, c'est une patiente qui a une phobie des aiguilles. Et on va voir que, donc je vais lui apprendre en fait à s'anesthésier, à s'auto-anesthésier le bras. Comme ça, elle ne sentira plus rien. Et on va voir qu'en hypnose hellmanienne, en fait, il y a beaucoup de travail, ça on en a beaucoup parlé avec Jérémy, sur les phénomènes hypnotiques. Donc, c'est une hypnose très active. On peut la faire debout. Moi, je la fais assis sur le fauteuil, etc. Mais N'importe quelle. La main gauche, la main droite, celle que tu veux. La main droite. Très bien. Est-ce que tu aimes bien aller au ski? Ouais. D'accord. Est-ce que tu aimes bien jouer dans la neige? Donc là, on va évoquer des souvenirs de sensations qui vont provoquer en fait l'anesthésie et elle va apprendre à anesthésier son bras de façon à plus sentir les aiguilles. Et c'est une transe qui est très participative. La transe somnambulique, c'est la transe onirique, c'est la transe du rêve. Donc, le patient, il est dans un rêve éveillé, dans un rêve hallucinatoire. On va aller vers les H+, les H-, c'est-à-dire les hallucinations positives, négatives, sachant que, par exemple, pour bien comprendre l'hypno-analgésie et l'hypno-anesthésie, qui sont vraiment une différence de curseur, on va dire, qui sont vraiment quantitatives et non qualitatives. Pour moi, une hypno-anesthésie, c'est vraiment une hallucination kinesthésique négative. Donc, il faut vraiment amener le patient loin dans sa transe. Un apport de Dave Hellman, c'est l'hypnosleep. Alors, il y a deux choses en fait dans l'hypnosleep. Il y a attacher l'hypnose au sommeil et attacher le sommeil à l'hypnose, qui sont deux stratégies différentes. À l'heure actuelle, il y a quelques praticiens. Il y a un copain là en Irlande, il y a Christophe Pank, il y a des copains aux États-Unis aussi qui bossent en hypnosleep. Moi, j'aime bien l'employer avec des patients, pas pour tout. C'est comme chaque état de la transe a ses indications, mais c'est très très intéressant et il y a deux stratégies. Stratégie en hypnosleep, par exemple. Donc, j'ai le patient. On va commencer une induction. Induction rapide, approfondissement. Complètement relâché. En retombant sur ton corps, tu vas aller dans le sommeil profond. En deux. Et donc, si le fauteuil en arrière, tu vas pouvoir partir dans le sommeil. Encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément. Elle ne t'embêtera, elle ne te dérangera. Et là, l'astuce, donc je vais induire le somnambulisme et après, je vais le réveiller, je vais faire un cue, c'est-à-dire un code où je vais lui dire, voilà, maintenant, quand par exemple, je prends ta main, etc., à ce moment-là, tu vas dans le sommeil profond, mais le vrai sommeil, comme une micro-sieste en fait. Et ensuite, on va tester ça et l'hypnosleep, en fait, se teste physiologiquement par rapport au nombre de respirations qu'on va obtenir par minute. Et une fois qu'on a un certain nombre de respirations par minute, ensuite, on va approcher le patient et là, on va pouvoir faire toute la stratégie d'hypnosleep. Je ne vous la détaille pas parce que ça prendrait un peu de temps.
Autre technique intéressante, la technique du saut hypnotique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le saut hypnotique. C'est un truc qui avait été développé encore par les hypnotiseurs américains, les hypnodontics, donc les dentistes. Alors, bon, moi, c'est l'hypnose que je pratique et que j'enseigne, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, c'est vraiment une hypnose qui a une grande spécificité. C'est vraiment une hypnose de niche, c'est-à-dire l'hypnose dentaire, et qui est très ancienne, qui date des années 50. Et ils ont développé plein de techniques, et des techniques un peu bizarres, et notamment Aaron Moss formait tous ses patients, enfin formait tous ses élèves et mettait sur ses patients un saut hypnotique, c'est-à-dire tu ne pourras pas être hypnotisé par quelqu'un d'autre que moi. Donc personnellement, moi, j'ai jamais vu ou eu de patients qui ont des sauts hypnotiques en France, parce que déjà, il faut savoir faire la technique, qui est assez subtile. Et il faut savoir qu'en fait, Hellman n'enseignait pas le saut hypnotique parce que c'était totalement non éthique et il jugeait ça totalement, complètement, non pas illégal, mais totalement non éthique par rapport à l'hypnose médicale. Mais par contre, il apprenait à ses praticiens à déjouer le saut hypnotique et justement à permettre à un patient d'être hypnotisé par quelqu'un d'autre. Il faut savoir qu'il y a un audio d'Erickson, je ne sais pas si vous connaissez, qui court sur Dave Hellman, où justement il reproche à Dave Hellman d'utiliser et d'enseigner le saut hypnotique. C'est vraiment un contresens complet parce que à travers tous ses cours, il enseignait juste l'inverse. Alors, il y a eu quelques loupés hellmaniens, notamment sur le pré-talk, parce qu'en fait, il n'utilisait pas de pré-talk, Dave Hellman. Et c'est pas mal parce que moi, je l'utilise quelquefois, cette technique. C'est-à-dire quand je n'ai pas le temps, quand je suis un peu pressé, je dis au patient, voilà, bon, je sens que vous êtes un peu pressé. Alors, c'est pour de l'hypnose opératoire, hein, pas du thérapeutique, mais pour l'hypnose opératoire. Moi, je sens que vous êtes un peu stressé aujourd'hui. Si vous voulez, je vais vous montrer une technique de relaxation médicale. Est-ce que vous voulez? Oui. Et poum, on fait de l'induction hypnotique et on fait de l'hypnose. Et à la fin, je dis, vous voyez, la technique de relaxation qu'on a utilisée, c'était des techniques qui viennent de l'hypnose. Et cette approche-là peut être assez intéressante parce que quand on n'a pas trop de temps, ça peut être pas mal parce que finalement, ça permet de ne pas avoir à faire de pré-talk. Parce qu'à partir du moment où on parle d'hypnose, il va falloir expliquer, justifier, etc. Alors, à l'heure actuelle, moi, à mes élèves à la fac, je leur dis, voilà, si vous n'avez pas le temps, faites ça. Si vous avez le temps, par contre, faites un bon pré-talk parce que comme l'hypnose a le vent en poupe en ce moment, il faut en profiter pour la promouvoir et donc bien expliquer pour les patients ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas surtout. Ensuite, il ne faisait pas de pré-test, arguant du fait que tout le monde est suggestible. Et ça, c'est quand même une erreur parce que moi, j'aime bien faire des pré-tests parce qu'à l'heure actuelle, on revient maintenant, je pense notamment à l'échelle de Elkins, qui est Gary Elkins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'actuel président du journal Clinical and Experimental American Hypnosis. Et vraiment, c'est une approche très, très scientifique de l'hypnose, hein. Et lui a formulé une nouvelle échelle, l'échelle de Elkins, qui est très intéressante, je trouve. Alors, on ne va pas l'utiliser tel quel, mais on va utiliser quand même cette gradation des phénomènes hypnotiques qui va nous permettre d'évaluer, voir à quelle vitesse le sujet, pour moi c'est ça, va en transe et s'il réagit bien déjà à la suggestion. Il n'utilisait pas aussi ce qu'on appelait la permission de touch, c'est-à-dire en hypnose hellmanienne, vous avez vu qu'on touche beaucoup le patient. Il y a du revolving, on touche le bras, on touche la main. Donc, systématiquement, avant de commencer, on demande est-ce que c'est bon pour vous si je touche le poignet, l'épaule, le coude, la tête. Voilà. En général, tout le monde dit oui. Ensuite, gros loupé hellmanien, il dit qu'on ne peut pas utiliser l'hypnose contre le tabac, pour le sevrage tabagique ou contre les addictions. Tout simplement, en fait, Dave Hellman, c'était ce qu'on appelle un chain smoker, c'est-à-dire il enchaînait cigarette sur cigarette. Donc, évidemment, il ne pouvait pas prêcher pour sa paroisse. Et après aussi, dans la gestion de la transe profonde, souvent, il associe les états SDL, les états hypnosleep, à des états de profondeur sur le plan quantitatif. Il dit que l'SDL, c'est plus profond que le somnambulisme, etc. Et en fait, c'est faux. Et les neurosciences nous ont montré maintenant que la différence, elle est qualitative. C'est-à-dire, on a deux types de transe, principalement, la transe d'activation et la transe de relaxation. Transe d'activation, c'est la transe somnambulique, la transe onirique, la transe hellmanienne, voilà. Et puis, celle du somnambulisme. Et puis après, la transe inversement de relaxation, c'est la transe SDL, c'est la transe léthargique, c'est une transe de sédation, en fait, où on ralentit le corps et l'esprit du sujet. Donc, j'avais consacré tout un travail de recherche là qu'on a appelé LOXO à cette gestion de la transe profonde. Je pourrais vous le passer si vous voulez.
Alors, si vous vous intéressez à Hellman, ben, en fait, quelle est la bibliographie? L'ouvrage de référence qu'il faut avoir lu tous au moins une fois dans sa vie, c'est Hypnothérapie, qui est la Bible verte de l'hypnose aux États-Unis. Moi, j'ai sorti 15 e-books hein, avec l'Institut. Il y a 2 inédits, un sur les sessions d'hypnoanalyse et un sur le workbook qu'il donnait à ses élèves. Il y a la bibliothèque Develman au sein du Develman Hypnosis Institute, qui est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Je crois qu'il doit y avoir pas loin de 150 heures d'hypnose hellmanienne et je crois 25 000 pages en fait écrites sur l'hypnose hellmanienne. Il y a un bouquin aussi qui est inédit, mais qui sera malheureusement jamais publié pour des questions d'ayant droit de Hormone McGill, qui pour moi reste, c'est mon mentor en hypnose. Donc tout ce qu'a dit ou tout ce qu'a publié Hormone McGill, je lis. Et c'est un livre sur Develman. Voilà, ça c'est un ouvrage extraordinaire. Des études de référence, il y a eu plus de 20 000 études publiées depuis 1950 sur ces stratégies en fait en hypnose moderne. Plus près de nous, par exemple, il y a l'Hypnoscience Project qui avait eu lieu à Zurich en 2018, si je me souviens bien, qui évaluait au niveau neurosciences, donc imagerie cérébrale, constante physiologique, etc., les différences de transe entre la transe S-Dale, la transe somnambulique en utilisant vraiment uniquement les méthodes hellmaniennes. Les successeurs, ben, il y a eu Larry Hellman, qui est le fils de Dave Hellman, qui dirige l'Institut Hellman aux États-Unis, qui est le seul à avoir assisté en fait à l'intégralité des cours de son père, 5 fois d'affilée. Il y a eu un disciple un peu tardif, entre guillemets, Jerry Kine, il y a eu Cal Banyan, il y a eu aussi l'approche de Gil Boyne, et avec d'autres disciples que sont par exemple John Butler en Angleterre, Monica Dahl aux États-Unis. Il y a eu toute l'approche aussi qui vient de Tebetz avec Hunter et Heimer, c'est les parts thérapie. Mais il faut savoir que les stratégies d'induction, en fait, elles viennent de chez Hellman. Hormone McGill, évidemment, c'est ensuite tous les successeurs, c'est Shelley Stockwell. Et là, en hypnose médicale, je vous invite également dans cette approche-là à lire, écouter et regarder Michael Preston et sa disciple Patricia Scott. Et après, en France, il y a HNO, Hypnose de Christophe Pank aussi, qui propose des formations et qui vraiment travaille dans ce sillage-là. Et après, l'Institut d'Evelman en France que j'ai monté. Quelques citations pour vous donner un peu l'idée du bonhomme. Et finalement, il va dire mon hypnose est simple, mais pas facile. You have to work on it to make work, c'est-à-dire il faut travailler avec pour la faire fonctionner. Et ça, j'aime bien parce que c'est vraiment une approche pragmatique, c'est-à-dire finalement, on va utiliser toujours des techniques simples. Quand on a compris la technique, en fait, on va inventer soi-même des inductions, des approfondissements parce qu'on a compris comment ça fonctionnait et pourquoi ça fonctionnait. Ça, c'est le plus important. Sémantique, la sémantique, c'est tout en hypnose, mais vous devez toujours comprendre l'idée derrière les mots. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, moi, je veux que les élèves en hypnose hellmanienne, ils comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ça fonctionne. Comme ça, après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parler au subconscient toujours comme à un ami. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on veut guider avec bienveillance quelqu'un, c'est une un très, très beau conseil à donner aux hypnos. L'hypnotiseur, c'est le Dream Pilot, le pilote du rêve. Et ça, c'est vraiment moi l'approche que je défends en hypnose, l'approche imaginationniste, et c'est l'approche des neurosciences, c'est-à-dire la transe somnambulique, onirique, la transe hallucinatoire, c'est une modalité du rêve. Et donc, dans cette transe hallucinatoire, on accède volontairement à toutes les fonctions du rêve. Quand on rêve la nuit, donc non plus maintenant le sommeil paradoxal, parce qu'on sait qu'il y a plein de moments où on rêve en dehors du sommeil paradoxal, mais quand on rêve la nuit, ce rêve, il a plusieurs fonctions. Voilà, on sait qu'il va permettre de reformater, de trier, etc. Et en fait, toutes ces fonctions cognitives, ces fonctions émotionnelles, ces fonctions d'apprentissage, ces fonctions, etc., de mémoire à long terme, d'habitude, en fait, quand on fait de l'hypnose, on crée ça artificiellement dans la journée. Moi, mes élèves, souvent, je leur dis, vous savez, l'hypnose, c'est simple. C'est un switch cérébral, en fait. Dans la journée, vous êtes conscient. La nuit, vous dormez et vous rêvez. Quand vous faites de l'hypnose, vous faites un switch cérébral. Vous activez le cerveau du rêve dans la journée. Et comme le cerveau du rêve fonctionne différemment, en fait, vous avez des phénomènes psychologiques et physiologiques qui sont différents. C'est comme ça que vous pouvez opérer quelqu'un sans hypnose, ou bien traiter une phobie, ou bien tout simplement vous changer le système central. Un autre élément très intéressant, et ça, c'est vraiment... En fait, ces intuitions, il les a eues dans les années 50, et c'est quelque chose qui a été vraiment conforté par la neuroscience.
C'est-à-dire, il va dire le rapport est important en hypnose, la technique est importante, mais le plus important en hypnose, c'est, petite erreur d'orthographe, the thought process, le processus mental, c'est-à-dire l'activation cérébrale que vous créez. Et ce qu'on cherche en hypnose allemanienne, c'est vraiment en somnambulisme, pour qu'on travaille à ce niveau-là, parce qu'on cherche vraiment une activation cérébrale. Et pourquoi la transe profonde? Ça, j'en ai déjà parlé. La fin justifie les moyens, c'est-à-dire la régression nécessite une revivification et pas une remémorisation. C'est pour ça que le somnambulisme est nécessaire. Alors, en conclusion, pour moi, Dave Hellman, c'est vraiment le passeur qui a eu lieu entre l'hypnose classique. Donc, je vous expliquais que l'hypnose, en fait, elle arrive tardivement aux États-Unis. C'est d'abord du mesmérisme, beaucoup d'hypnose de spectacle. Et les premiers à faire de l'hypnose médicale, ça va être, par exemple, le Dr Flowers, le Dr Monroe. Dr Monroe, c'est celui qui va apprendre l'hypnose aux Mayo Brothers, ceux qui ont créé la clinique Mayo avec l'histoire de Alice Mago pour l'hypno-anesthésie, tout ça. Et ensuite, tout ce qu'il a amené en hypnose, c'est phénoménal en fait par rapport à ce qui se faisait. Et c'est vraiment un passeur parce qu'ensuite, toutes ces stratégies d'hypnose, de gestion de transe, d'induction, de suggestion vont être ensuite les bases pour développer une hypnose moderne. C'est une hypnose pragmatique qui part toujours de la pratique vers la théorie. L'hypnose est une discipline chez Hellman. On va toujours l'étudier comme une science, mais la pratiquer comme un art. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on va vraiment rester dans cette approche. Je fais les choses de façon scientifique, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je fais des études scientifiques nécessairement, mais au moins j'essaie de discerner ce qui est de l'ordre de l'erreur, de la vérité, des préjugés, des idoles, et ce qui est vraiment, ce qui me semble être une vérité une et muable. Et la pratiquer, et ça c'est le plus important, comme un art. Pourquoi? Parce que chez Hellman, il y a toujours l'idée d'une appropriation de l'hypnose. Dans le Dave Hellman USA, donc l'Institut Hellman USA, c'est vraiment une filiation directe avec Hellman, avec Larry, pour avoir l'intégralité de toute l'hypnose médicale de Dave Hellman. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai traduit tout ça et puis amené ça en France, l'idée, c'était vraiment de donner l'info à la source, vraiment sans la déformer. J'ai juste fait quelques commentaires, mais très peu d'exégèse, sans la déformer, de façon à ce qu'ensuite les personnes qui pratiquent puissent se l'approprier personnellement pour faire évoluer l'hypnose moderne, mais qu'il n'y ait aucune distorsion, généralisation, omission, comme on l'a vu en hypnose néo-ericksonienne, où ce qu'on a appris en France, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que faisait Erickson. Voilà. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, au plus on multiplie les interprétations et les appropriations personnelles, au moins on est près du message originel. Donc, dans l'Institut, il y a une formation qui est en blended learning, c'est-à-dire apprentissage mixte, du e-learning, qui fait à peu près 300 heures. Pour moi, c'est vraiment une base de l'hypnose et qui mélange donc du présentiel, du blended learning. Il y a plein d'apprentissages en vidéo. Il n'y a aucun esprit d'école. Moi, j'ai aucune idolâtrie par rapport au personnage d'Hellman. Je me sens pas du tout hellmanien parce qu'en fait, l'hypnose que je fais, elle intègre beaucoup plus d'influence que l'influence hellmanienne. Mais ce que je veux, c'est surtout que les élèves aient un esprit de liberté, d'indépendance, voilà, et aussi de tolérance par rapport à des autres pratiques, mais surtout d'indépendance, c'est-à-dire qu'ils puissent par eux-mêmes créer leur propre apprentissage. Ça, c'est le plus important, de ne pas être dans ce qu'on appelle des tunnels de réalité, c'est-à-dire des œillères en fait, quand on voit l'hypnose que d'une seule façon. Donc, je vois davantage Hellman comme une propédeutique finalement à l'hypnose moderne, c'est-à-dire, on le voit, il a amené des apports considérables, mais ensuite, il faut étudier tous les opérateurs de la deuxième, troisième génération, selon évidemment l'utilisation qu'on en a. Et c'est vrai que rien que ça, c'est déjà un travail qui m'a pris quand même une bonne vingtaine d'années pour, dans le cadre de mon bouquin là, sur l'histoire de l'hypnose, lire tous ces auteurs et voir surtout la richesse qu'ils ont pu amener l'hypnose. Donc moi, je vous invite à beaucoup d'ouverture d'esprit. Et puis surtout, la seule chose qui m'intéresse, et pour moi, c'est vraiment le seul maître en hypnose, c'est la pratique. Voilà. Et c'est pour ça que je collabore, j'échange. La convention moderne, on la monte avec des praticiens, avec des formateurs, des gens qui pratiquent quotidiennement l'hypnose, parce qu'il n'y a que ça. Une petite anecdote, c'est que moi, j'ai été formé par John Butler, qui est
vraiment la légende de l'hypnose anglo-saxonne, et il a pas loin de 70 ans, et il a entre 20 et 30 patients par jour, et donc il commence à 7 heures du matin, il finit à 23 heures le soir. Ensuite, le soir, il rentre chez lui, il va écrire ses bouquins jusqu'à 3 heures du matin, et je disais, mais John, mais tu pourrais un peu t'arrêter quand même, prendre ta retraite. Et il me disait, ben non, tant que j'enseigne l'hypnose, tant que je serai formateur en hypnose, je ne peux légitimer ma transmission que par ma pratique. Et je trouve que c'est un bel exemple d'humilité pour toutes les générations qui pratiquent l'hypnose. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. Je suis désolé, j'ai été un peu plus long que l'heure prévue. Je vais prendre les questions, si vous le voulez bien. Et évidemment, c'est normalement un PowerPoint qui se développe sur une demi-journée, donc tant les apports de l'hypnose hellmanienne sont beaucoup plus approfondis. Mais là, j'ai essayé de vous dresser un panorama rapide. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Ok, super. Nicolas, Bonsoir, je suis Nicolas. hypnothérapeute et sexothérapeute. J'interviens essentiellement dans une association où j'accompagne les personnes qui sont en lutte contre le cancer ou en rémission. J'ai été très, très intéressé par ce que tu as présenté et je voulais simplement savoir si tes formations étaient accessibles aux personnes comme moi qui ne sont pas de l'univers du milieu médical. Alors, très bien. Très bonne question. Alors, c'est vraiment technique. Donc, la formation, elle est ouverte aux médicaux, aux paramédicaux, c'est-à-dire assistantes dentaires, kinés, infirmiers, et aux accompagnants thérapeutiques. Donc, pour moi, accompagnant thérapeutique, c'est sophro, hypno, coach, etc. Voilà. Je prends personne, entre guillemets, qui n'a pas de formation en hypnose, ou ça m'arrive exceptionnellement parce qu'en fait, je trouve qu'il faut vraiment déjà avoir au moins une base ou déjà au moins avoir des patients pour se lancer. C'est quand même plus pertinent, je trouve. Voilà. Donc, c'est plus une formation que l'on fait pour ensuite s'intéresser à une autre forme d'hypnose quand on a déjà une base d'hypnose ou de pratique. Voilà. Donc, elle est ouverte. Et dans ce domaine-là, ce qui est intéressant dans le domaine, alors à la fois dans de la sexualité, à mon sens, il y a eu deux grands noms dans ces années-là qui ont vraiment étudié ça. Bon, il y a eu Hellman, où il y a tout un cours entier sur l'hypnose et la sexualité. Moi, j'ai un bouquin de Kruger qui est devenu plus ou moins introuvable, qui s'appelle Psychosomatic Gynecology, où il y a vraiment toute son approche on va dire, de Kruger, c'est-à-dire très, très documenté. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lire Kruger, parce que c'est un grand monsieur de l'hypnose. Et puis après, bon, on bascule dans les années 80 avec la naissance de la sexothérapie et l'utilisation de l'hypnose dans ce domaine-là. Mais déjà, ça, c'est vraiment, vraiment une base. Et après, un élément, si vous traitez des patients qui ont des douleurs dans l'hypnose et la douleur, quel que soit, alors il y a plein de stratégies pour la douleur, mais à mon sens, et ça on y revient, moi j'ai fait les formations ensuite à l'IMDHA avec Bruce Heimer, avec Mark Jensen, avec des bonhommes comme ça qui ne font que de l'hypnose et de la douleur, et on s'accorde tous sur le fait que davantage que les techniques, c'est la gestion de la transe qui est important dans la douleur. Ok. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas une technique qui est supérieure à une autre. Par contre, il y a des profondeurs de transe qui sont plus intéressantes pour travailler sur les douleurs. Ok, super. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci, Nicolas. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être l'occasion aussi de parler de la convention, d'un peu tout ce qui va être proposé. Je ne sais pas si c'est le moment. Ouais, bah, si tu veux, on peut faire un peu de la promo, hein. Alors, cette convention, en fait, c'est une convention que j'organise avec Christophe Pank, donc ça va être la deuxième année. Il y a 2 ans, j'avais organisé des masterclass, et puis finalement, chaque année, on s'est dit, ah bah, tiens, on va faire mieux, et voilà. Donc cette année, en fait, alors pourquoi on l'a appelée convention d'hypnose moderne? Parce que justement, il n'y avait pas d'esprit d'école, ça c'est la première chose. Donc on voulait vraiment inviter des formateurs qui sont des passionnés d'hypnose et qui viennent de différentes influences. Voilà. Alors, ça se passe à Nice, 19, 20, 21 avril, c'est 3 jours. 3 jours sur 3 salles. Et en fait, l'idée, c'est sur 3 salles, il y a de l'hypnose toute la journée. Voilà. De l'hypnose toute la journée, mais ce n'est absolument pas des conférences d'hypnose, ce sont que des ateliers d'hypnose pour pratiquer.
Donc, l'idée, c'est d'apprendre des techniques pour chaque atelier. Chaque atelier dure 1 heure et demie et on va avoir une vingtaine d'intervenants dans des domaines très différents. Il y a de l'hypnose médicale, opératoire, il y a de l'hypnose thérapeutique, évidemment. Il y a de l'hypnose spirituelle, il y a de l'hypnose de spectacle, il y a des pratiques au-delà de l'hypnose, il va y avoir de la mindfulness, de l'hypnothérapie, il y aura du chamanisme, alors il y aura quand même quelques conférences, donc cette conférence de Alice Guyon, là, du CNRS en neurosciences sur tout ce qui est hypnose et placebo. L'année dernière, nous avait fait l'hypnose et l'imagerie de la transe. Il y aura Nancy Midol aussi, qui est anthropologue, grand nom de l'anthropologie nationale, spécialiste de la transe, qui bosse beaucoup avec Antoine Bioy, qui viendra faire un atelier. Il y aura du chamanisme aussi. Il y aura de l'hypnose spirituelle, de la régression en vie antérieure. Il y aura, alors de mémoire, hypnose et sport, hypnose et douleur, hypnose et... Enfin, je crois qu'on a fait un peu toutes les thématiques cette année qu'on pouvait faire en hypnose. Voilà. Donc, c'est à la fois 3 jours et puis surtout, ce qui est très sympa, il y a 2 axes. Il y a à la fois la formation, c'est-à-dire vraiment de la pratique, et le deuxième axe, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire, on ne voulait pas d'un truc sur Zoom, un truc virtuel. Et ce qui avait été génial, c'est qu'on s'est tous immergés l'année dernière pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, aux pauses, on peut parler avec tout le monde. Les formateurs se mélangent aux participants et en général, ils viennent assister et aider pour les ateliers des autres conférenciers, des autres formateurs. À midi, on mange tous ensemble. Donc, c'est vraiment cet échange-là parce que moi, je me suis rendu compte que dans les conférences que je vais faire aux États-Unis, ce qui est le plus important, bon, c'est un peu ce qu'on voit en conf, mais c'est surtout le off. Quand on discute, quand on rencontre des personnes, on peut échanger sur des techniques, on peut échanger, voilà. Et c'est cette effervescence qu'on a voulu recréer. Voilà, donc l'année dernière, ça avait été une grande fête de l'hypnose. On s'était vraiment tous, j'allais dire, régalés pendant 3 jours, passé 3 jours ensemble. Il y avait une super soirée de gala, il y avait eu un spectacle de magie, de mentalisme, il y avait eu Enfin voilà, c'est un moment qui sort de tout ce qui se fait en France, en fait, où on n'a que des conventions d'hypnose avec un cours magistral, très peu de démos, parfois quelques vidéos. Là, vraiment, il faut que les formateurs ils soient là. C'est pour ça qu'on a choisi des formateurs comme Jérémy, qui travaillent quotidiennement avec des patients. J'allais dire qui mouillent leur chemise, hein, comme toi, comme moi, au quotidien en hypnose, et qui montrent ce qu'ils font. Voilà. Et ça, c'était vraiment le plus important pour nous, d'avoir des praticiens, surtout de l'hypnose, qui apprennent à des praticiens. Voilà. Donc, c'est vraiment un format, on va dire, qui est convivial, transversal et qui est basé vraiment sur uniquement de la pratique. Le prix pour les 3 jours de formation, je crois qu'on est encore dans les early bird, donc ça doit être de 600 €. Voilà. Normalement, 675, mais il y a 50 € de réduction et 25 si vous êtes parrainé, donc ça fait 600 €. 3 jours et c'est un très très bel endroit. L'hôtel Aston, c'est un hôtel 4 étoiles. Vous êtes au plein centre de cœur de Nice. Enfin, c'est vraiment le cadre est aussi sympa et ça participe aussi de la réussite de cet événement parce que on voulait vraiment un cadre qui soit chouette, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez venir, inscrivez-vous évidemment. Il y a encore des places, hein, parce que là, on est dans les 50 premiers là, et on aura plein de thématiques, plein de formateurs et une belle énergie là cette année. Et la thématique qu'on a choisie cette année, c'est qu'on a imposé entre guillemets à chaque formateur, c'est établir des ponts. Voilà. Donc ça va être hypnose et quelque chose. Hypnose et mindfulness, hypnose et sport, hypnose et périnatalité, hypnose et vie antérieure. Moi, je ferai hypnose et état Esdale pour la chirurgie. Pan qui fera hypnose et sexualité. Il y aura Catherine Romanov qui viendra faire hypnose et vie antérieure. Il y aura Jonathan Bellegroux qui viendra faire hypnose et sport. Enfin voilà, il y aura plein de thématiques très sympas. Il y a Laurent Monbulot là qui était là. Oui. Je te connais, tu avais participé, c'était vraiment sympa l'année dernière. Voilà, donc, alors bon, après, il faut regarder un peu sur les réseaux sociaux. Où peut-on trouver les e-books que tu as écrits en français? Sur Amazon, cherche Brice Lemaire ou Develman Hypnosis Institute France, et tu as tous les… Concernant les formations, sous quel format? Présentiel, vidéo, combien de jours? Très simple. Alors, il y a 3 modules de formation qui sont en présentiel, qui sont n'importe quoi, en e-learning. Module 1, c'est 11 heures de e-learning.
Ça s'appelle la DEI, c'est-à-dire l'induction de Develman. Mais en fait, ce n'est pas une induction, vous l'avez compris. Et surtout, c'est davantage axé sur la philosophie de l'hypnose hellmanienne. Voilà. Deuxième module, c'est les techniques de Develman, toutes les techniques, sachant que ce e-learning, en fait, j'explique et je démontre. C'est-à-dire, il y a plein de démos sur des patients en live au cabinet, parce que moi, toutes mes sessions d'hypnose sont enregistrées, et en même temps sur des sessions filmées pour la démo. Voilà. Et après, le module 3, c'est… alors, il doit y avoir 60 heures, je pense, de mémoire, de e-learning sur les cours en hypnose médicale. En fait, c'est le cours que donnait Develman. Voilà. Donc, ça fait à peu près déjà une centaine d'heures. Ensuite, il y a l'accès à la bibliothèque Develman. Donc, c'est tout le fond Develman, en fait, tout le contenu de l'hypnose hellmanienne. Donc là, c'est 150 heures, plus, alors là, je sais pas, je crois qu'il y a 2500 pages à peu près. Et après, il y a un présentiel qui est proposé. Alors, en fait, c'est un cursus où à chaque fois, vous avez un diplôme. Donc, en fait, si ça vous suffit, vous faites que le module 1 pour votre pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire l'intégralité pour avoir les diplômes. C'est des diplômes qui sont délivrés par le Develman Institute aux États-Unis, donc qui sont reconnus au niveau international par la NGH, la CHE, l'IMDHA, etc. Et ensuite, l'intérêt du e-learning comme ça, c'est quand on a une base d'hypnose, ça permet vraiment de ne pas perdre du temps et surtout de revoir et de voir en fait le contenu et les démos. Et ça, c'est intéressant parce que quand on fait, il y a des avantages aux deux, au présentiel et au e-learning. Le e-learning, ça permet vraiment de voir et de revoir. Et ensuite, je propose du présentiel pour ceux qui veulent, mais ce n'est absolument pas imposé. Et ça, c'est 3 jours. Et alors, ces 3 jours, donc là, ils sont full pour novembre, parce que c'était des copains qui me l'avaient demandé de longue date et qui étaient sur la région. Mais il y en aura 3 jours en juin et c'est que de l'hypnose expérimentale. C'est-à-dire, en fait, on a un grand tableau Excel où on marque toutes les inductions de Develman, toutes les techniques de Develman, le somnambulisme, le Nesday, le machin. Et en fait, pendant 3 jours, à tour de rôle, en tant qu'opérateur et de sujet, on va valider chacun remplir les croix, quoi. En fait, remplir les cases avec des croix pour avoir tout expérimenté. Voilà. Et ça, c'est sympa parce que pour moi, l'hypnose, il y a des choses qu'on apprend quand on voit, il y a des choses qu'on apprend quand on lit. Mais après, il y a plein de tours de main, il y a des choses qu'on apprend quand on nous le montre ou bien quand on le vit de l'intérieur. Voilà. Et donc, ce présentiel, c'est 3 jours. Voilà. Et je le fais une fois par an. Là, je l'ai fait, je ne sais pas, peut-être que selon les demandes, je ferai une fois ou 2 fois par an, je ne sais pas. Mais sachant que si par exemple, c'est réservé aux élèves de l'Institut, c'est-à-dire ceux qui ont fait juste le module 1, ils peuvent venir faire le présentiel s'ils ont fait juste le module 1 parce qu'ils ont déjà les bases pour pouvoir travailler en hypnose. Voilà. Donc, c'est le module de formation et le but, après, j'ai de la supervision. Voilà, tous les 3 mois, je vois tous les élèves du Develman Institute pour faire de la supervision. On a encore fait une lundi dernier, là. Et l'idée, c'est d'arriver au bout à avoir 300 heures d'hypnose, de formation. Et 300 heures, je trouve que c'est une bonne base parce que c'est vraiment les standards NGH, IMDHA pour être hypnothérapeute. Voilà. Et juste un petit élément quand même, parce que vous, en tant qu'hypno, vous ne mesurez pas en fait d'où vous venez, mais moi qui qui vais chaque année aux États-Unis pour ces congrès-là, j'ai cette génération d'hypno, cette 3e génération. Et en fait, les Roy Hunter, chez les Stockwell, les Bruceheimer, etc., eux, ils ont dû vraiment se battre et combattre pour créer leur métier et même l'imposer. Parce que quand on se replonge dans l'hypnose de Develman, dans les années 50, c'est une hypnose qui n'est que réservée aux médicaux. Et ce qu'on a appelé le lay hypnotist, c'est-à-dire l'hypnotiseur laïque, c'est-à-dire non médical, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans les années 70. Et en fait, c'est lié au fait que l'hypnose médicale a pris du poids. On voit de plus en plus d'indications à l'hypnose pour, je ne sais pas, le tabac, la gestion du poids, l'insomnie, toutes les affections, on va dire, psychosomatiques que vous traitez dans votre cabinet. Et à ce moment-là, on se dit, et ça, en fait, c'est la rupture avec le milieu médical, elle est due à Gil Boyne. Et Gil Boyne, ça a été le premier hypnotiseur qui a créé la première institut, en fait, à enseigner l'hypnose pour créer, en fait, des gens qui étaient… parce que lui venait de l'hypnose de spectacle à la base, c'était pas un médecin.
Et après, ça a été rejoint par Randall Churchill, qui a beaucoup travaillé en régression et qui a travaillé et qui a amené Hormone McGill et qui ont créé l'HTI, qui est devenue la première école de formation aux États-Unis d'hypnothérapeutes. Et donc, la profession s'est structurée à ce moment-là de façon indépendante. Et il y a un syndicat, tout est réglementé État par État, et même selon les États, c'est différent un petit peu. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que maintenant, il y a vraiment 3 niveaux d'hypnose. Il y a l'hypnose médicale, l'hypnose médicale, c'est-à-dire utilisée par les médecins, voilà. L'hypnose des hypnothérapeutes, donc hypnothérapeutes, et chacun a vraiment des domaines bien définis, hein. Et ensuite, l'hypnose expérimentale, c'est-à-dire c'est Harvard, c'est Stanford, etc. Et en France, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a malheureusement en hypnose, vous pouvez faire un stage d'hypnose et ouvrir votre cabinet au bout d'un week-end, comme vous pouvez passer 3 ans d'hypnose, 3 ans à apprendre l'hypnose et finalement à pas avoir, à mon sens, les compétences nécessaires pour pouvoir ouvrir un cabinet d'hypnothérapie. Donc, il y a un peu un flou artistique sur la formation. Et on voit revenir un petit peu un coup de bâton et un coup de balancier en ce moment, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le vois comme ça, par rapport à la pratique illégale de la médecine. Et c'est pour ça qu'à mon avis, moi, je suis pour la formation de l'hypnose aux médicaux, aux paramédicaux et aux personnes qui ne sont pas médicaux, mais dans la mesure où c'est une vraie formation, c'est-à-dire où il y a 300 heures d'hypnose, où il y a vraiment une base déjà d'hypnose, et puis ensuite on dit que pour ouvrir un cabinet, il faut au moins 200, 300 heures de supervision. Mais pour qu'il y ait vraiment une base commune et une certification qui soit commune. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, toutes les grandes écoles d'hypnose, que vous fassiez le cursus NGH, IMDHE, ACHE, etc., ou EFCBH, le cursus est le même. C'est 300 heures et le contenu, il est à peu près identique, à peu de choses près. Voilà. Donc, je trouve qu'il faudrait que les hypnos, enfin moi, c'est en tout cas ce pourquoi je milite et c'est pour ça que j'ai aussi développé cet institut, que les hypnos militent pour vraiment imposer un standard de formation, mais qui soit moderne, quoi, et qui corresponde à peu près à ce qui se fait à l'heure actuelle en hypnose, quoi. Très bien. En tout cas, moi, je pense que je serai là au mois de juin pour la session en présentiel. On en a parlé ensemble. Oui, oui, oui. Et je voulais aussi, si tu peux en parler, mais de ton travail de traducteur aussi, parce que tu traduis pas mal de livres, dont Oui, les Roy Hunter, enfin voilà, on n'avait pas accès à ça en français. alors, oui, Et alors en fait, dans le travail d'écriture en hypnose, moi, je suis un vrai passionné, vous l'avez compris, d'hypnose, mais aussi d'histoire de l'hypnose. Et ça, je trouve que l'hypnose, alors ça, c'est vraiment quelque chose, il faut lire en hypnose. Il faut lire les classiques parce que c'est une ouverture d'esprit, quoi, hein. Alors, je dis pas ça pour acheter mon bouquin, hein, parce que de toute façon, les droits d'auteur sont insignifiants quand on passe par un éditeur. Mais disons que lisez ce qui a été fait en hypnose. Voilà. Pour comprendre d'où on vient, d'où viennent les techniques. Et puis en plus, ça vous donne une ouverture sur plein et vous ouvrez plein de fenêtres sur une réflexion personnelle sur ce que vous faites et sur cette discipline que vous vous appropriez. Ensuite, parallèlement à ça, j'ai commencé. Alors, qu'est-ce que j'avais traduit en premier? Le premier livre que j'avais traduit, c'était. Alors voilà, moi, dans l'hypnose moderne anglo-saxonne, il y a des trucs qui devraient être obligatoirement presque proposés et traduits par les maisons d'édition, tellement c'est bon et tellement ça a été des best-sellers. Donc, il y a Hypnothérapie de Dave Hellman, mais je ne peux pas le traduire parce qu'il y a des problèmes d'ayant droit. De la même façon, ce bouquin d'Hormone McGill, il y a des problèmes d'ayant droit. Donc ça, c'est bien dommage parce que c'est vraiment 2 bons bouquins l'un, c'est le bouquin classique d'Hellman et l'autre, c'est vraiment un très bon bouquin sur l'hypnose hellmanienne. J'avais traduit Roy Hunter et que j'aime beaucoup Roy Hunter parce que je trouve que c'est vraiment l'hypnose de Charles Tebetts et ça, c'est vraiment un grand monsieur. C'est lui qui a inventé les parts thérapie et les parts thérapie, c'est à la base des family systems, des equal states thérapie des Watkins, de toutes les formulations du travail sur les différentes parties. Voilà. Et il a écrit 5 bouquins, donc l'art de l'hypnose, l'art de l'hypnothérapie, HRT, auto-hypnose et parts thérapie, enfin negotiation thérapie, un truc comme ça. Donc voilà, donc là, celui-là, le premier, il est traduit, c'est l'art de l'hypnose, qui est intéressant, mais qui reste vraiment un bouquin de base.
2025, on fera le suivant. Voilà. C'est un gros bouquin parce que lui, il doit faire 600 pages, je pense, l'art de l'hypnothérapie. Et c'est vraiment le best-seller aux États-Unis. Donc, ça, je vais y prendre un peu de temps. Là, dans les bouquins, alors j'ai grande figure de l'hypnose moderne, c'est Monica Giersdahl. Donc, j'ai traduit, là, c'est pareil, c'est des bouquins extraordinaires parce qu'elle, elle a été formée par. Alors, elle a eu trois influences. Elle a eu Gil Boyne, Hellman, et elle a eu en même temps tout ce qui est ce qu'on appelle hypnose spirituelle avec Irene Hickman. Et Irene Hickman, c'est la base de l'hypnose spirituelle dans les années 50. Donc, c'est vraiment on va dire, les pionniers de cette hypnose, quoi. Et elle a formulé vraiment une hypnose très intéressante. Alors, j'ai traduit le premier, c'est Hypnothérapie, volume 1 de Monica Giersdahl. Tout ça sur Amazon. Et là, le deuxième. Entre-temps, j'en traduis un petit qui est très, très bon d'une nana, une copine là, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Randy Light, qui a sorti un bouquin qui s'appelait The Essential Four, où elle proposait de traiter les patients en 4 séances, 4-5 séances, et chaque séance était dédiée à une stratégie hypnotique particulière. Il y avait une séance, enfin je ne vous dévoile pas le truc, mais une séance sur de la régression, une séance sur du parts thérapie, une séance sur du ego strengthening, etc. Et son bouquin est très très bien fait parce qu'il n'est pas très long et surtout il est très 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 pratique. Voilà. Et il faut toujours trouver des bouquins pratiques. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Après, j'avais le projet, alors ça, c'est quand je serai à la retraite de Hormone McGill's Encyclopédia, parce que je crois que le bouquin, il doit faire 1500 pages, j'en sais rien. Donc là, il faut que je m'y attelle, mais un peu plus tard. Voilà, donc moi, j'essaie de repérer des trucs intéressants aux États-Unis. Bon, c'est souvent des grands classiques, hein, c'est des quatrième, cinquième rééditions. Et puis, comme les auteurs, c'est souvent des gens que j'ai eus comme formateurs ou bien des copains, en général, ils sont quand même vachement contents qu'on traduise leurs bouquins en France. Et voilà, et puis ça amène de l'hypnose moderne, hein, et ça, c'est super intéressant, quoi. Ouais, je trouve que tu pourrais faire un petit effort. Hein, Ah oui, c'est vrai, ça. t'en fais pas beaucoup. Voilà, c'est attendre la retraite, je suis pas d'accord. Ouais, ouais. Non, mais ok. Ouais, c'est vrai que bon, je crois que tout le monde l'a compris. Tu étais vraiment un vrai passionné de l'hypnose. Je pense qu'à chaque fois que je t'ai posé une question, j'ai pas eu une réponse, mais 10 réponses ou 10 références ou 10, Ouais, 10 ouais, ouais, choses ouais, sur le ouais. sujet. Donc, je pense que ouais, vraiment, depuis, ça fait combien de temps que tu m'as dit que tu t'intéressais à l'hypnose d'une manière Ah, bah, une vingtaine d'années. Moi, j'ai une vingtaine commencé à me d'années? former en 2000. Et puis après, D'accord. bah, je pratique. Enfin, et après, et surtout, en fait, c'est ça. C'est que C'est la je fais pratique, ouais. de l'hypnose quotidiennement. Hmm. Voilà, donc à raison de 5-6 hypnoses quotidiennement au cabinet, bah, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, et puis tu progresses, hein, et voilà, Hmm, hmm, hmm. c'est uniquement la pratique qui fait l'expérience, hein. Donc, et puis après, moi, j'aime beaucoup bouquiner, j'aime bien lire, je suis curieux, donc c'est intéressant voilà, d'avoir cette ouverture-là, et surtout moi, je défends beaucoup l'idée de l'hypnose comme, alors évidemment, j'ai cette approche médicale, scientifique, voilà, mais pour moi, dans la pratique, ce qui fait la différence entre un bon hypnothérapeute, c'est vraiment l'art. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a une dimension esthétique dans l'hypnose, artistique, esthétique, où des fois, on dit, ah ouais, là, c'était vraiment une belle session. Tu vois, il y a eu une belle transe. Et c'est pas toi hein, qui l'a faite, hein. C'est juste que le patient était bien ce jour-là, il était bien disposé, il était disponible, il n'était pas suggestible, il était disponible. Et toi, tu étais inspiré, tu étais bien, il s'est passé quelque chose de magique. Et voilà, et ça, je me lasse pas de ce côté merveilleux de l'hypnose qui te permet de faire des choses extraordinaires au quotidien et surtout de garder ce goût pour cette dimension esthétique et artistique de l'hypnose. Voilà, Hmm. On est d'accord. on est d'accord. Ouais. Ok. C'est vrai que pour le livre, t'en parlais tout à l'heure, vite fait comme ça, mais l'art de l'hypnose, l'histoire de l'hypnose, qui est un Oui, sacré pavé, je trouve que ça devrait être vraiment indispensable pour tous les hypnos parce que c'est pas juste une encyclopédie, blabla. Tu as vraiment passé du temps sur chaque
partie de l'hypnose et chaque protagoniste de l'hypnose avec les inductions clés qu'ils ont Ouais, ouais, développées. alors, mais tu sais, ce livre, il a une histoire, en fait. Je faisais un cours d'histoire de l'hypnose à la fac, et en fait, à force de lire, j'avais des notes, des notes, des notes, des notes, et après, j'ai eu le Covid qui est passé par là, quoi. Et donc, pendant 2 mois, j'étais à la maison, et donc là, j'ai eu vraiment le temps de l'écrire, enfin, plutôt de rassembler, faire rassembler toutes les notes que j'avais écrites, et puis, il est sorti, etc. Et puis après, j'ai des copains qui sont quand même bien calés en histoire d'hypnose, qui disent, ah, mais t'as oublié de parler d'un tel, et puis t'as oublié de parler d'un tel. Alors, je l'ai lu et tout. Et puis maintenant, j'ai proposé à l'éditeur, je dis, bon, voilà, il faudrait quand même faire une deuxième édition pour rajouter, parce que j'en ai au moins une bonne vingtaine d'auteurs à rajouter, surtout en hypnose contemporaine. Dans les classiques, je pense que j'ai à peu près parlé de tout, ou au moins cité, ou voilà. Mais après, maintenant, voilà, l'idée, ça serait le schéma, tu vois, que j'ai repris, là, que j'ai montré sur l'hypnose moderne aux États-Unis. Mm. Ça, je l'ai assez peu développé. Et là, il y aurait encore de quoi écrire 300 pages de plus, je pense, hein. D'accord. Donc voilà. Oui, Mais il ce sera plus. bouquin, quand je l'ai écrit, je ne voulais pas faire ni un bouquin d'histoire, ni un bouquin d'hypnose. Voilà, je voulais faire vraiment un bouquin grand public, facile à lire. Et pour les hypnos, pour le grand public qui découvre un peu l'histoire de l'hypnose, qui est quand même une histoire de dingue, avec des anecdotes assez incroyables. Et Mm. ensuite, pour les hypnos, qu'ils aient voilà, des petites fenêtres qui s'ouvrent à droite, à gauche, dire, ah bah tiens, il y a ça à étudier, il y a ça à lire, tiens, l'approche qu'il a eue, cet auteur, ça m'intéresse. Tu vois, c'était vraiment dans cet esprit-là, quoi. Un esprit d'ouverture. Et, et, euh, et j'ai envie de dire, c'est facile à lire, Ah c'est non, c'est pas pas un bouquin d'histoire lourd. ni un bouquin Ouais, d'hypnose, hein. Non, ouais, non. voilà, c'est pas plombant du tout. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est passionnant à lire. En tout cas, je pense même pour des personnes qui font pas d'hypnose, c'est passionnant de parcourir comme ça l'histoire de l'hypnose. Enfin, c'est vraiment. Ah ouais, et puis et moi, je cesse pas de m'émerveiller à la fois euh, tu vois, par exemple, là, en ce moment, je bosse sur le magnétisme. Et il y a une résurgence du magnétisme. Il y a des anthropologues, enfin, il y a une sociologue là, qui a sorti un bouquin qu'on m'a passé. Il y a un article qui vient de sortir dans le Nouvel Obs, etc. J'ai entendu des trucs à la radio, etc. Et bon, moi, j'ai ma petite idée là-dessus, hein, tu t'en doutes, hein. Mais, euh, mais je me dis, mais mon Dieu, mais quelle méconnaissance sur le plan historique et même fondamental du magnétisme. Il faudrait que tous ces gens-là, bah, déjà, bah, relisent ce qui a été fait depuis 3 siècles, voilà, et puis maintenant comprennent comment ça fonctionne avant de pouvoir réécrire là-dessus, argumenter et puis surtout développer des théories qui sont complètement falabraques. Et il y a ça, et puis en même temps, il y a des anecdotes quand même incroyables dans cette histoire de l'hypnose, parce que c'est vraiment un panthéon de personnages à l'époque qui étaient quand même complètement, j'allais dire, vraiment pas fous, mais vraiment originaux par rapport à leur époque, hein, leur façon de penser. Quand on voit des Mesmer, des Nant Cuvillers, des Gassner, des toute la partie sur les convulsionnaires de Saint-Médard, des trucs comme ça, mais c'est vraiment des petits bijoux d'anecdotes historiques. Donc c'est un bouquin marrant, hein. Il y a plein de choses rigolotes, hein, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, S'il n'y a plus de questions, moi je ferai juste une dernière conclusion. Souvent, j'ai parlé à travers l'approche de Develman, et, ben justement, c'est pour ça que je pense à ça, parce que à travers ce bouquin, finalement, j'avais dit, finalement, si on peut trouver 3 ingrédients de la transe, ça serait très simple, c'est un triangle, en fait. Au centre, il y a l'activation de la transe, et il y a 3 éléments qui sont l'imagination, la suggestion et la croyance. L'imagination, c'est ce qui permet d'activer la transe, le cerveau du rêve. La suggestion, elle peut être verbale, elle peut être non verbale, c'est le cas du magnétisme, ou ça peut être même une présupposition, qui est une suggestion en elle-même, comme en hypnose sèche, par exemple. Et le dernier ingrédient qui me semble indispensable, c'est vraiment la croyance. Et la croyance, ce n'est pas les croyances religieuses, hein, c'est le degré de certitude qu'on a en nos pensées, c'est-à-dire à partir du moment où en transe, le sujet accepte quelque chose, ben son subconscient l'enregistre comme une vérité, comme entre guillemets quelque chose de vrai, comme une croyance. C'est je sens plus rien, ou bien j'ai plus mal, ou bien j'ai plus peur de, etc. Et on se rend compte qu'à travers ce triangle, en fait, à travers l'histoire de l'hypnose, tantôt il a été équilatéral, tantôt il a été rectangle, tantôt il a été isocèle, etc., selon un peu la quantité de trans qu'on mettait, selon la quantité de suggestions qu'on mettait, ou selon si on jouait que sur la croyance, par exemple, qui est le principe du placebo.
Voilà. Et ça, c'est un bon symbole pour retrouver finalement un petit peu là où on se situe par rapport à l'hypnose qu'on pratique. Si on fait que de l'hypnose conversationnelle, par exemple, il n'y a pas de transe associée ou une transe très légère, et on va tout jouer sur la suggestion et un petit peu sur la croyance aussi. Voilà. Mais on se prive d'un élément. Voilà. Donc finalement, peut-être que l'hypnose et l'activation de l'hypnose, c'est finalement la superficie de ce triangle. Et au plus on a de côtés qui ont des longueurs intéressantes, au plus on a d'activation parce qu'au plus on a de superficie. C'est comme ça que je vois les choses métaphoriquement. Bon, ben, je vous remercie tous d'avoir pris du temps, d'avoir consacré du temps et je vous souhaite tous une bonne soirée. Si vous avez des infos, ben, je vous envoie ou sinon Jérémy vous le transférera, mais Je mettrai le replay de la visio avec tous les liens vers les livres, vers tout. Je passerai du temps voilà, à moi mettre sinon tout je vous ça. envoie déjà mon mail. Vous m'envoyez, si vous avez besoin d'infos, de trucs, vous pouvez me joindre par mail. Je suis toujours disponible et je réponds toujours, hein. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au Merci. revoir. Merci beaucoup, Brice.